Bonjour à tous, nous arrivons enfin au terme de ce cours en langage C. On va, avec cet épisode, pour conclure un petit peu cette playlist, réutiliser vraiment tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, toutes les notions, tous les différentes fonctionnalités du langage qu'on a pu aborder dans les épisodes précédents, et on va mettre ça un petit peu en place pour parler de généricité dans ce langage-là. Et ça conclura comme ça tout ce qu'il vous faut. Alors ce n'est pas un épisode, on va dire, obligatoire, on est vraiment sur quelque chose qui vient s'ajouter en complément, mais je trouvais que ça, concluait très bien cette playlist, donc ça rajoutera comme ça quelque chose en bonus pour les gens qui sont allés jusqu'ici. Si vous programmez dans plein d'autres langages de programmation que le C, je pense à C Sharp, je pense à C++ par exemple, même Java, vous avez peut-être appris à écrire du code générique. Vous savez, le fait de, par exemple, écrire un code qui va pouvoir fonctionner ensuite avec différents types de données. Dans certains langages, hein, comme C++ par exemple, je vais noter C++, on va parler des patrons, donc les fameux templates, et on a d'autres langages bien sûr qui ont d'autres mécanismes avec le même nom ou des noms différents, et ça va permettre comme ça d'avoir un code qui va être le même, et ensuite de pouvoir traiter des données de types différents, alors soit en prenant effet bien sûr à la compilation ou pendant l'exécution, ça c'est selon, mais ça permet comme ça d'écrire une bonne fois pour tout un modèle, d'avoir ce patron-là, et ensuite de travailler avec du code de manière générique avec différents types de données. En C, même si vous avez vu, hein, le titre de la vidéo s'appelle généricité, en fait, il n'y a pas de véritable généricité. C'est un petit peu un titre qui n'est pas vraiment vrai au niveau de ce langage, mais on a quand même quelques mécanismes qui vont nous permettre d'écrire du code qui va, en tout cas, permettre de fonctionner avec plusieurs types. Donc on va se rapprocher de ça sans forcément faire de la duplication d'erreurs de code, et on va donc essayer de se rapprocher un petit peu de certains mécanismes. Mais comprenez bien, on est vraiment dans cette idée de produire du code qui va simuler finalement quelque chose d'un peu générique, mais on n'a pas, si on prend les mécanismes vraiment de la généricité comme on le retrouve dans d'autres langages, ce genre de choses en langage C. Ok, donc ça c'est très très important. Et je dirais simplement, si vous voulez faire de la généricité, ne programmez pas dans ce langage. Voilà, travaillez sur un autre langage qui le permet véritablement. Là, on est vraiment sur des petites, on va dire, améliorations, des petites améliorations, des petits sucres syntaxiques, on va plutôt dire. Donc le fait d'utiliser certaines fonctionnalités avec des choses que nous avons vues, notamment les directives de préprocesseur, on va beaucoup s'en servir dans cet épisode. Et à partir de là, travailler justement avec du code qui va éviter bien certaines duplications et qui fonctionnera, comme vous allez le voir, sur des types pas forcément connus d'ailleurs au moment de la compilation, en tout cas de notre programme. J'ai préparé quelques exemples parce qu'on va avoir beaucoup de choses, il y a beaucoup de code. S'il y avait eu, bon, je m'étais contenté de parler de quelques petites choses en surface, ça aurait été assez rapide, mais là, c'est le dernier épisode de l'appli, je me suis permis de faire quelque chose d'assez long et d'aller vraiment bien en détail sur le sujet, parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Je pars du principe en plus que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes suffisamment intéressé par ce langage et donc tous les différents mécanismes et différentes fonctionnalités que j'ai pu vous présenter. Donc on peut pousser un petit peu plus loin pour finir, en tout cas, cette suite d'épisodes. Première chose, donc je vais repartir sur le premier exemple, on va laisser ce fichier là, ça je le garderai quand même au cas où, parce que parfois j'aurai peut-être des choses à noter rapidement. Donc on verra, je le noterai ici s'il faut. On va ouvrir ce premier exemple, donc vous voyez qu'il y a 6 exemples globalement que je vais vous montrer dans cet épisode. Et on va commencer avec le premier, avec une première chose, un premier mécanisme en tout cas. Alors, encore une fois, je vous dis, hein, on n'a pas de vraie généricité, donc on peut en fait, c'est largement discutable de se dire, bah en fait, non, ça ce n'est pas de la généricité, ça ce n'est pas du tout pour produire du code générique. Encore une fois, voilà, par extension, on va dire qu'on va se rapprocher de quelque chose qui va être générique, on va simuler, en tout cas produire quelque chose qui pourrait y ressembler, mais ça n'en est pas globalement. Alors, ce qu'on faisait avant, quand on voulait obtenir en tout cas un code, quand on voulait produire du code générique, on pouvait travailler principalement avec des macros. Donc, je vous l'avais dit d'ailleurs dans l'épisode sur les directives de préprocesseur, je vous avais dit dans cette vidéo on pourrait avoir un cours complet ne serait-ce que sur cette fonctionnalité-là. Qu'on peut aller vraiment très très loin avec ces directives, notamment qui sont traitées avant même la compilation du programme, si vous vous souvenez, et qu'on peut arriver également à obtenir et même écrire des choses qui sont très développées, très complexes, qui deviennent d'ailleurs très vite illisibles, et même en cas d'erreur. C'est-à-dire que si vous avez des erreurs, par exemple, au moment de compiler votre programme, les erreurs, on va dire, liées au préprocesseur, peuvent être illisibles, vraiment. Vous pouvez par exemple avoir une petite erreur de syntaxe, un petit oubli sur un texte, et ça peut vous produire des centaines de lignes d'erreurs, d'avertissements, sans forcément comprendre voilà, où se trouve l'erreur. Donc c'est pas évident, on va dire, pour du débogage. Mais je vous avais donc expliqué un petit peu tout ça, qu'on pouvait vraiment aller très loin, et on va justement voir pas mal de choses dans cet épisode pour terminer. Ici, nous avons un cas un petit peu tel que ça se faisait en tout cas beaucoup à l'époque, où le but est d'utiliser les macros de préprocesseur
pour écrire des alors macros, fonctions notamment, et d'avoir quelque chose, par exemple, qui travaillerait avec des données génériques. Prenons le cas du fait de vouloir vérifier, par exemple, quel serait le maximum entre 2 valeurs. Mais 2 valeurs, ça peut être plusieurs choses. C'est pas forcément, vous voyez, le fait de d'écrire une fonction qui vérifierait le maximum entre 2 nombres entiers, il faudrait écrire une fonction qui vérifierait le maximum entre 2 flottants, une fonction qui vérifierait le maximum entre 2 autres types. Vous comprenez? Il faudrait créer autant de fonctions qu'on a de types à gérer. Ce qu'on faisait avant, donc quand je dis avant, c'est avant par exemple la norme C11 hein, notamment, qui reste quand même un élément ou une norme à partir de laquelle beaucoup de petits outils sont arrivés en plus pour écrire du code justement qui se rapproche de quelque chose qui serait générique encore une fois. Et avant cela, on utilisait tout simplement les macros de préprocesseur. Donc là, pour faire une macro fonction, on lui dit simplement qu'on définit une macro qui va prendre deux éléments, d'accord? Et ensuite, elle va simplement comparer ces éléments un à un et en fonction duquel est le plus grand, retourner l'un ou retourner l'autre, globalement. Et une fois qu'on a ce genre de syntaxe, bon là je passe, vous voyez, deux entiers ici, on a un premier cas, je vais décommenter ici, pour vérifier ça, et vous voyez qu'on l'écrit tel quel, alors par convention on la met en majuscule, mais c'est pas obligatoire, encore une fois. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait vu sur l'épisode du préprocesseur, c'est du remplacement. C'est-à-dire que partout où on va rencontrer ce genre de choses, ça va remplacer par ce qui vient ici. D'accord? Ça c'est ce qui va être capturé, ce qui va être remplacé, et on a pas mal de mécanismes pour cela. Alors dans ce genre de cas de figure, cette macro arithmétique ici, on a quelque chose de très simple, on travaille avec des entiers. Donc en soi, si je teste ici au niveau de mon code, que je compile, on voit que s'il se passe ce qu'on attendait, effectivement, le maximum entre la valeur entière 3 et la valeur entière 5, c'est bien 5, donc on n'a pas de problème là-dessus. Le souci avec ce système-là, c'est dès qu'on va vouloir partir sur des choses un peu plus compliquées, on va être amené forcément à rencontrer des erreurs. Tout simplement parce qu'une macro, je vous l'ai dit, encore une fois, j'en avais parlé sur les directives de préprocesseur, c'est de la substitution, simplement. C'est purement une substitution visuelle qui va être faite, donc de manière aveugle. On n'a pas de vérification de type, on n'a pas de, vous voyez, de garde-fou, ce genre de choses. C'est seulement de dire, si tu vois tel texte, littéralement écrit dans le fichier, tu le remplaces par tel autre texte, même si on peut effectivement faire de la capture pour faire des remplacements, par exemple, avec des données. Comme là, on travaille avec des variables. Mais globalement, c'est ça. C'est de la substitution pure et dure. Donc dans un cas ici, ça pose pas de problème, c'est génial. Prenons le cas numéro 2, je vais décommenter, enfin recommenter celui-ci et décommenter celui-là. Là, on se retrouve avec ce qu'on appelle un comportement indéfini, puisqu'on s'amuse en fait ici à faire de l'incrémentation. Donc en fait, c'est très simple pour comprendre pourquoi. Il suffirait, vous voyez ici, de prendre l'expression là et de remplacer a par n1++ et de remplacer le b par n1++. Et si vous avez bien suivi le cours jusqu'à présent, normalement, vous voyez un petit peu où va être le problème. Il va y avoir des incrémentations qui vont se faire en double, et bref, on va donc avoir un comportement qu'on ne peut pas prévoir. Voilà, il est impossible de prédire quel va être le résultat qu'on aura à l'exécution, d'où le fait de parler de comportement indéfini encore une fois, et on se retrouve dans ce problème-là. On n'a pas de vérification de type, rien du tout, donc on se retrouve vraiment avec beaucoup de problèmes. Et là, comme on a simplement une substitution, on a des calculs qui se font en amont, en plus avec des certaines priorités qui peuvent différer selon où sont placés les opérateurs, et ça, la macro préprocesseur, elle ne le gère pas. Donc là, on peut produire un comportement. Si vous avez un compilateur normalement qui fait le nécessaire, il vous précisera éventuellement s'il y a un problème ou non. Donc moi, il y a un avertissement qui nous dit, attention, ici on peut avoir donc une opération qui peut produire effectivement un résultat, donc un comportement non indéfini, donc indéterminé. C'est effectivement le cas. Et donc on ne peut pas prévoir et automatiquement vous devriez éviter ce genre de choses-là. Pourquoi je vous montre ce code-là pour vous dire simplement de ne pas le faire? Simplement parce que vous risquez de rencontrer très très souvent ce genre de macro, parce que le C, c'est un vieux langage, et vous allez quand même, il y a plus de chances que vous travaillez, comme je le disais, sur du code qui existe déjà, pour faire de la maintenance, etc., que du nouveau code, des nouveaux projets. Donc c'est pour ça aussi que souvent en C, j'ai abordé certaines choses pour dire que vous pourriez rencontrer telle ou telle syntaxe dans un programme. Prenons un dernier cas. Puisque nous sommes encore une fois sur un système de substitution, je vous l'ai dit, pas de vérification de type, pas de tout ça. On n'a aucune vérification au contrôle qui est fait. Donc si on a des types qui sont incompatibles, on va pas avoir le compilateur qui va nous indiquer en fait forcément des erreurs et qui va faire en sorte d'empêcher certaines choses ou de faire en sorte de ne pas avoir certaines opérations en fait qui sont effectuées. Donc là on essaye de faire le maximum entre ce qui a l'air d'être une chaîne de caractères et ce qui a l'air d'être un entier. Et automatiquement ici, on se retrouve forcément avec un comportement un peu bizarre. Alors là, je peux avoir quoi qu'il m'a mis que des avertissements, non pas forcément ceux-là. Donc il m'a capturé ça, ce qu'en plus je fais de l'affichage. Mais selon les résultats que vous pourriez avoir, si ça vient compiler d'une manière ou d'une autre, automatiquement on se retrouve avec certains problèmes. Bon, normalement ça devrait pas compiler dans ce cas de figure-là. Mais on voit un petit peu le genre de problème qu'il y a, où on était censé avoir quelque chose qui était générique, et finalement, bon,
c'est pas forcément le cas et ça fonctionne pas forcément à tous les coups. Donc je vous l'ai montré au début, simplement pour dire que c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer, mais bien évidemment, on va éviter de faire ce genre de choses. On a des outils quand même qui sont meilleurs, qui sont loin d'être parfaits, hein. Encore une fois, tout ce que je vais vous montrer de toute façon a forcément des avantages et a aussi beaucoup de limitations et beaucoup de défauts, forcément, parce qu'il n'y a pas de comme une véritable généricité, on sait, comme je vous l'ai dit, mais on va voir qu'il y a quand même d'autres outils pour faire cela mieux que ces macros-là, notamment des macros arithmétiques, comme je vous l'ai montré dans ce premier exemple. Passons au suivant. Exemple suivant, ça on va aborder un petit peu tout ça. Donc ça on évite, hein, vraiment, ce genre de système-là, on évite au maximum. Ce qu'on va voir dans le deuxième exemple, c'est ce qu'on va appeler de la sélection générique. Donc pareil, même si on appelle ça générique, et vous allez voir, il y a même un mot-clé générique ici, ce n'est pas pour autant de la généricité, mais voilà, on a quand même ce système-là, et ça permet d'avoir des mécanismes qui peuvent y ressembler, en tout cas par ici. Donc dans cet exemple, c'est très simple. Globalement, c'est d'écrire une fonction, ok, qui va permettre d'afficher n'importe quoi, quel que soit le type. Là, je lui passe une chaîne de caractères, je lui passe un entier, je lui passe même un booléen, je pourrais lui passer autre chose, mais on verra. Et elle est capable d'afficher tout ça. Ok. Donc globalement, comment que ça se passe? Je crée des fonctions, bien sûr, propres à chacune. Ça, c'est ce qu'on devrait faire d'ailleurs sans système de sélection générique. Si vous voulez faire ça, vous créez une fonction pour chaque. Donc vous voyez, je fais une fonction pour un entier, je fais une fonction pour un booléen, histoire d'afficher true ou false. C'est mieux que d'afficher la valeur 0 ou 1, c'est plus lisible. Et de quoi afficher une chaîne de caractères. Ça, c'est ce que vous feriez habituellement, ça marcherait très bien. Nous, le but, comme vous voyez, c'est que je passe par une fonction globale. C'est toujours la même fonction que j'utilise et non pas ces fonctions-là. Pas une seule fois, je les appelle de moi-même. Et pour cela, je pense que vous avez compris maintenant à ce stade aussi. A priori, si on veut utiliser le même nom, il doit y avoir une histoire de remplacement de texte. Et quoi de mieux pour le remplacement de texte, donc la substitution, que d'utiliser des macros de préprocesseur. Et c'est effectivement ce que nous allons faire avec ceci. Donc on a cet élément qui permet de faire effectivement de la sélection générique, ok, qui va nous servir de ça, selon le type de l'argument que nous avons. Ok. Cette sélection, elle va être résolue en plus à la compilation. Donc déjà, on va avoir des choses différentes qu'une simple macro comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Il n'y a que le type, par contre, qui va être évalué, pas l'expression. Ok. Ce n'est pas une évaluation de l'expression, c'est vraiment pour le type. Et là, c'est géré au niveau du compilateur. Donc déjà, vous voyez, on a quand même quelque chose en plus qu'on n'avait pas avec les simples macros, où il n'y aurait pas d'histoire de vérification de contrôle de type. Donc ce qui passe ici, vous voyez qu'on a une petite variable, donc je lui indique le nom de ma macro. J'aurais pu d'ailleurs, par convention, le noter en majuscule, parce que généralement les macro-fonctions, on les marque comme telles. Ok. Et ensuite, je lui indique, tu utilises un élément, donc avec ce mot-clé generic, il prend ici une valeur, parce qu'effectivement, il prend un seul argument, et en fonction du type, donc ça c'est le compilateur qui va le déduire, que tu trouves, eh bien, tu remplaces par ceci. Et à la fin, il y a bien effectivement ça, parce qu'on a une fonction qui est appelée, et en fait, ça c'est ce qu'on verra plus tard, c'est ce qu'on appelle le pointeur de fonction. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que ça va faire partie justement de cet épisode, globalement pour permettre un appel à quelque chose. Sinon, on pourrait simplement, par exemple, faire un simple remplacement de texte, ça fonctionnerait très bien. Mais là, comme on fait un renvoi vers une fonction, eh bien, on passe par ce genre de mécanisme-là. Et là, pareil, c'est simplement pour écrire tout, hein, ligne à ligne, mais classique. On pourrait mettre tout sur une seule ligne, mais ça deviendrait vite illisible ici. Et après, voilà, on a ça. Dans ce cas de figure, c'est forcément meilleur que ce qu'on a. Ok. On fait nos fonctions habituellement, qui sont donc typées pour chaque cas qu'on veut gérer. On définit notre macro, ok, avec toutes les routes que l'on veut. Et comme ça, c'est pris en compte en fonction du type de l'argument, sa route en fait vers la bonne fonction. L'avantage, donc je vais déjà, on va peut-être exécuter ça. C'est pas mal, on va pas aller trop vite. On va faire étape par étape. Voilà. Comme vous voyez, on a le texte, on a ceci, et ça a bien routé donc à chaque fois vers le bon type, puisqu'il est retrouvé tel quel. Ici, attention, niveau définition, on n'a pas tout ce qui est niveau d'accès, ou même les spécificateurs. Donc par exemple, les const, volatile, ce genre de choses. Donc par exemple, si vous voulez capturer ce type-là, c'est la même chose. Okay, on ne le prend pas en compte parce que ça n'a pas de. Ça ne concerne pas le type en lui-même. Okay, ça reste la même chose. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc la chaîne de caractères à capturer, c'est ceci. Il n'y a pas de problème pour ensuite avoir le bon élément. On peut bien sûr éventuellement mettre un cas par défaut. C'est-à-dire à tout moment, si je veux gérer un cas par défaut, je peux mettre le default et indiquer autre chose avec par exemple une autre fonction, n'importe quoi. On peut le gérer si on veut. De toute façon, s'il n'y est pas, s'il ne l'est pas, l'avantage ici, c'est cette fois-ci. Vous voyez ici, j'essaie de faire ça, afficher un flottant. Je recompile mon programme. On aura une erreur à la compilation puisque
on a un cas qui est pas pris en compte. Donc ça, c'est quand même la différence comparée à autre chose où on pourrait avoir une compilation, même avoir un comportement indéterminé, parce qu'on essaye, de traiter tout simplement un type, d'accord, qu'on n'a pas pris en compte. Voilà, donc ça peut être un petit peu embêtant. Ici, il y a pas de problème. Voilà, il y a pas de problème là-dessus. Donc il faut bien prendre en compte tout ça. Donc si je résume, il y a pas de on prend pas en compte les qualificateurs, hein, le cons, volatile, restrict, ce genre de choses. On n'a pas ensuite, comment dire, si on n'a pas de branchement, d'accord, ici, donc si ça ne correspond à aucun des types qui sont indiqués et qu'on n'a pas forcément indiqué une branche default par défaut, eh bien, la compilation va simplement échouer, donc c'est bon. Au moins, on sait qu'il n'y a pas de risque d'exécuter n'importe quoi. Petite parenthèse aussi, puisque ce qu'on sait, c'est quand même important de le spécifier, on n'a pas non plus de promotion arithmétique. Vous savez, par exemple, dans certains cas ou certaines opérations, si vous essayez de faire, je sais pas moi, ce genre de calcul, on pourra avoir une promotion qui transformerait le short en int pour permettre le calcul. Le langage peut avoir ce genre de mécanisme ici. Ici, on n'en a pas. Donc attention, un short sera vraiment considéré comme étant différent d'un int. Donc ici, vous pourriez capturer ça sans risque de promotion ou quoi que ce soit. Donc c'est bien de le savoir, de le prendre en compte si jamais vous vouliez vraiment faire des opérations précises avec ce type, de bien savoir que là, il y aura effectivement une distinction entre les deux. Ok. Faire un petit peu la différence là-dessus. Donc je vais quand même mettre le cas, vous savez, le cas où j'aurai le default. On prend autre chose, hein, d'accord, n'importe quoi. Je vais l'appeler par exemple tous les autres cas, genre unknown. Oh, je vais y arriver, c'est bon. Petit retour à la ligne. Et puis je vais juste noter 3 petits points. Pourquoi 3 petits points? Parce qu'en fait, on doit pouvoir capturer n'importe quoi et un nombre variable, parce qu'encore une fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est faire en sorte de pouvoir capturer tout et n'importe quoi là-dedans. Si vous ne le mettez pas, de toute façon, vous aurez un problème. Donc on lui indique simplement un nombre variable d'arguments, chose, hein, je rappelle qu'on a déjà vu dans des épisodes précédents. Vous êtes censé savoir, en tout cas comprendre ce genre de syntaxe. Et là, simplement, vous mettez un petit message d'erreur, par exemple que c'est type non pris en charge, j'en sais rien. Ouais, vous gérez ça sans problème. Si vous voulez, si c'est évidemment utile, hein, d'accord, de gérer ça. Si c'est pas utile, bon, pas, pas forcément, pas forcément l'intérêt ici. Mais en tout cas, on gère tout ça. Et là, vous voyez, cette fois-ci, ça compile. Et bien sûr, dans le cas où ce n'est pas pris en charge, on entre bien dans la bonne branche. Donc on peut gérer comme ça une branche par défaut. Donc soit vous la gérez, vous faites votre fonction, soit vous voulez juste pas la gérer dès qu'il y a un type qui n'est pas compatible, et juste empêcher la compilation. Et vous avez vu que ça fonctionnait très bien aussi, pour gérer juste les types que vous voulez, arbitrairement. Donc on a comme ça ce genre de mécanisme qui fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très utile. Encore une fois, c'est loin d'être parfait, c'est pas évidemment une solution miracle, et encore une fois, ce n'est pas ça qui permet de produire de la généricité, c'est vraiment juste de la sélection selon un type qui va être analysé pour envoyer vers par exemple une bonne fonction. Donc on n'est pas simplement avec l'idée d'avoir envoyé une fonction par exemple globale et ensuite qui serait directement appelée en fait à chaque fois et se comporterait différemment. C'est entre guillemets on triche en utilisant des macros préprocesseurs qui ensuite sont associés à cette sélection générique. Et c'est grâce à tous ces petits outils, ces petites fonctionnalités du langage C qu'on peut, comme je vous l'ai dit, simuler un petit peu ce comportement-là qu'on peut retrouver dans certains outils génériques dans d'autres langages de programmation. C'était le deuxième exemple. On va passer au troisième. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus concret en termes de justement quelque chose qui se rapproche un peu plus vraiment de généricité, le fait de pouvoir encore une fois manipuler des types de données différents. On peut justement être dans un cas où, parce que vous l'avez vu jusqu'à présent, bon là, on connaît les types. C'est-à-dire qu'au niveau du code qu'on écrit, je vais remettre l'exemple, je vais aller un peu vite, on sait forcément avec quoi on va travailler en avance. D'accord? On sait qu'on travaille avec tel type et tel type. Mais c'est pas toujours le scénario qu'on rencontre. On pourrait être dans un cas où, au moment de la compilation, on ne sait pas quel type de données on va pouvoir rencontrer. D'accord? Parce que ça va être par exemple une information qui va être choisie ou saisie par l'utilisateur, ça va être quelque chose récupéré depuis un fichier qui va être lu, ou n'importe quoi, ou par exemple un système de, je sais pas moi, un système de modules qui va être évolutif, donc on ne sait pas quel module va être créé après coup, ok? Et donc forcément, c'est au moment de l'exécution, tout cela va devoir être géré. Automatiquement, l'utilisation d'une sélection générique ne pourra pas fonctionner. Vous voyez que là, on est obligé de se baser sur des types qu'on peut connaître et savoir à l'avance, pas autre chose. Donc on a une autre possibilité pour ça, c'est le fameux void étoile qu'on avait déjà montré, je vous avais dit qu'on allait voir, qui va nous servir ici. Donc ceci. Voilà, ça on l'a déjà peut-être rencontré, vous l'avez peut-être déjà rencontré, je l'avais rapidement mentionné, mais on ne l'a pas abordé en détail dans le cours, on le voit que maintenant, justement, parce que c'est un cas un peu particulier. C'est un pointeur vers void.
voyez, c'est pas un pointeur vers un entier, un pointeur vers autre chose, vers un float, un pointeur vers un autre type, un pointeur vers une structure. C'est un pointeur vers rien, vers void, donc c'est un peu particulier. Et en fait, dans ce genre de cas, c'est un pointeur en fait vers n'importe quoi, vers n'importe quel type de données, n'importe quel type d'objet, donc objet au sens du langage, hein, pas objet au sens programmation orientée objet, attention, mais ça va vraiment pointer sur plusieurs cas possibles. L'avantage du void étoile, ici void, je vais y arriver astérisque, il va nous permettre de stocker l'adresse de n'importe quelle donnée, donc quel que soit le type, et ça va être bien pratique. Alors, on l'a peut-être pas, comment dire, mentionné, ou je l'ai peut-être pas expliqué directement encore jusqu'à présent, mais en fait on l'a déjà utilisé. Lorsqu'on utilisait par exemple des fonctions comme malloc ou comme free, vous avez bien vu, on pouvait allouer un certain espace en mémoire, et ça fonctionnait avec n'importe quel type. On pouvait allouer par exemple un certain espace pour un entier, un espace même pour une structure de données, donc ça montre bien que ce genre de fonctions sont capables de travailler avec différents types de données. Et on n'a qu'une seule fonction. Vous voyez, on n'avait pas un malloc int, malloc struct player, malloc, vous voyez, ça aurait été d'ailleurs très bizarre. On avait juste malloc et ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne justement grâce à ça. Donc évidemment, la bibliothèque standard, hein, du langage utilise évidemment énormément ce genre de syntaxe-là. Et on verra rapidement dans les exemples de cours, notamment l'exemple de cours, pardon, les exemples de code du noyau Linux. Même chose, hein, c'est très très utilisé directement dans le code de celui-ci. Donc forcément, c'est très pratique. Par contre, parce que tout n'est pas parfait, là à nouveau, on n'a plus de vérification de type. Ok, il n'y a pas de vérification qui est faite. Donc ça va être à nous de savoir, forcément en tant que développeur, quand on écrit le code, eh bien, le type qu'on va manipuler, et ensuite de faire les conversions de manière explicite par rapport à ça. Donc il y aura pas mal de choses à prendre en compte. Même chose, on ne pourra pas faire, je vais le noter rapidement, on ne pourra pas faire de déréférencement. Le déréférencement, par exemple, c'est quand on va indiquer une donnée comme ceci pour afficher sa valeur ou autre. On ne peut pas faire ça, tout simplement parce que ça peut pointer sur n'importe quel type. Donc comment on peut savoir combien d'octets on doit lire si ça peut pointer sur n'importe quoi? Vous voyez, on n'a pas un type précis. Donc c'est pour ça que ce genre d'opération est interdite. Et pareil, on ne peut pas faire d'arithmétique. Faites par exemple donc l'arithmétique des pointeurs, hein. Par exemple, comme vous pouvez le faire avec des tableaux, ce genre de choses. Pareil, on ne peut pas non plus parce que même chose, en fait, on n'a pas des types connus à l'avance, on n'a pas pardon, des tailles aussi connues à l'avance. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Parce que l'arithmétique, par exemple, c'est pratique. On peut déplacer un pointeur parce que si on sait qu'un entier fait telle taille, on travaille avec du int. Forcément, si on fait plus 1, eh bien on va se décaler, vous voyez, de la taille d'un int. Si on manipule un type pas connu à l'avance, si on doit faire plus 1 sur quelque chose d'inconnu, c'est combien? C'est 4 octets, 8 octets, 16, 32, on ne sait pas. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses et ça amènerait pareil des comportements bizarres. Donc on a comme ça certaines opérations qui ne sont pas possibles, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande bien sûr avec l'utilisation de tout ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de code ici pour l'exemple, parce que maintenant je vais donner un petit peu toutes les explications rapidement par rapport à ce qu'on a. Alors je vais aller ici, voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a ici. On a un nombre de points de vie pour un joueur, d'accord, comme on pourrait avoir dans un jeu, un nombre de points de mana par exemple, et une vitesse. Donc j'aurais pu mettre ça dans une structure, mais bon, je voulais faire un code qui est le plus simple possible par rapport à tout ce que je vous montre ici. De toute façon, on va avoir des structures dans d'autres exemples après, donc vous inquiétez pas. Mais ici, on a juste trois petites statistiques isolées comme ça. Ensuite, on affiche les données, ok, et le but, ça va être de faire gagner des statistiques, ok, par rapport à ce qu'on a. Et les statistiques, bien sûr, en fonction de ce qu'on veut faire, on va changer les valeurs. Donc soit ici à un moment donné, je dis, bah tiens, là on applique un bonus au point de vie, après on applique un bonus de vitesse, et ensuite on applique, parce que comme il y en a trois, je l'ai fait pour les trois, un bonus sur les points de mana. Ok, simplement. Et vous voyez qu'on travaille toujours avec la même fonction. J'ai pas une fonction pour les points de vie, une fonction pour la vitesse, une fonction pour ça. C'est tout l'intérêt justement de se rapprocher, comme je vous disais, de quelque chose de générique. On a une fonction, on lui passe la stat concernée, et on va forcément devoir lui indiquer ce qu'on va modifier. Vous voyez ce que c'est pas magique. On n'est pas encore une fois sur de la vraie généricité, comme dans d'autres langages, et donc on ne peut pas par exemple connaître le type de ce que l'on passe. On n'a pas une fonction par exemple ou un opérateur qui nous permet de dire précisément cette information c'est de tel type. Et donc à partir de là, je sais ce que je veux faire et je sais ce que je veux modifier. Donc il faut qu'on lui passe l'information. Comme souvent pour manipuler les tableaux, on passe la taille du tableau, et bien là, on passe l'opération qu'on veut faire. Ça, pour que ce soit un peu plus lisible, parce que vous voyez, du coup, ça rend le code beaucoup plus lisible, ça auto-documente. J'ai fait une énumération pour dire, voilà, dans mon énumération, le type de stat, eh bien, on a une stat sur les points de vie, points de mana, la vitesse. Ok. Et notre fonction, entre guillemets, générique, ne renvoie rien, bien sûr, il n'y a pas besoin. Elle prend, comme vous voyez, une statistique, mais de n'importe quel type.
effectivement. Et on ne connaît pas le type en question. Pour ça que là, ça fonctionne aussi bien avec des entiers qu'avec des doubles, mais ça pourrait fonctionner avec autre chose, en fonction, peu importe. Et ensuite, bon là, bon, je fais la vérification pour éviter que ce soit nul, voilà, simplement, ici, et on passe le type, forcément, que l'on veut. On fait la condition, ce qu'il faut bien. On n'a pas le choix, parce qu'en fait, comme on a ça, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on vérifie ce qu'on a. Et en fonction de ce qu'on a indiqué ici, puisqu'on n'a pas de fonction pour nous indiquer de quel type est la statistique, eh bien on fait le bon calcul. Dans le cas où ici, dans mon exemple en tout cas, dans le cas où ce sont des points de vie, des points de mana, on sait que c'est un entier, puisque c'est conçu comme ça, nous en tant que développeurs, donc on fait la conversion. Je vous ai dit, il faut forcément une conversion explicite parce qu'on ne peut pas travailler avec un void étoile tel quel. On ne connaît pas la taille que ça. Donc dès lors qu'on fait cette conversion, c'est bon. Maintenant, on sait, c'est un entier, on sait travailler avec des entiers. Là, on revient avec le même type de données habituelles. Un entier, donc tout ce qu'on peut faire avec des entiers, les calculs arithmétiques, etc. Et à partir de là, on peut déréférencer, bien sûr. C'est un entier, je vous l'ai dit, donc il n'y a aucun problème. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute 100 à la valeur de base. Donc on a bien appliqué un bonus au point de vie ou un bonus au point de mana. J'ai mis 100, comme j'aurais pu mettre n'importe quoi, c'est pour l'exemple, bien sûr. Dans le cas où on veut appliquer un bonus de vitesse, eh bien on sait que c'est double le type, donc on convertit explicitement. Et là, vous voyez qu'on multiplie par 1,2. Donc voilà, simplement on ajoute un petit bonus, comme ça, 20%, et c'est bon. Et dans le cas par défaut, donc on serait dans ici une mauvaise valeur passée pour le type, petit message d'erreur rapide, et il n'y a pas de problème. Et voilà, on a donc quelque chose qui fonctionne pour n'importe quoi. Si demain je veux ajouter un nouveau type, il faudra prendre en compte ici une nouvelle statistique possible dans ce cas-là, et ajouter forcément le casque, c'est pas magique. Et voilà, ensuite ça fonctionnera tel quel. D'accord. Ça pourra gérer tous les cas que nous avons, et on a fait en sorte, pour pas avoir des erreurs un peu bizarres, de traiter toujours un cas par défaut pour gérer les cas où les statistiques ne seraient pas existantes, pas compatibles, ce genre de choses. Mais maintenant, nous avons une fonction pour appliquer un bonus. Donc imaginez sur un jeu, par exemple un événement à durée limitée, qui applique un bonus, je ne sais pas moi, sur le butin, sur l'expérience gagnée. Voilà, on pourrait tout à fait imaginer ce genre de choses. On applique un bonus temporaire, on a la même fonction, et ça peut s'appliquer sur plein de stats différentes, et forcément, une stat, c'est pas toujours du même type dans un jeu, ça peut être de plein de types différents, valeur en pourcentage, valeur décimale, valeur entière, ou même d'autres choses, même pourquoi pas une valeur qui serait sous forme de structure. Donc on a besoin de gérer tout ça. Et là, on pourrait très bien avoir un type struct, quelque chose que vous avez inventé, et ensuite juste vous le gérez. Voilà, vous mettez ce nom-là ici, et puis vous gérez le cas ici de faire la conversion comme il faut. S'il y a besoin de faire de l'allocation, vous pouvez le faire aussi, bref, peu importe. Le simple intérêt, en tout cas, le but, et bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on a quelque chose qui n'est pas connu, et à partir du moment où ici, nous indiquons de quel type c'est, forcément, après, vous pouvez faire la conversion, et de là, vous récupérez le type tel que vous le connaissez, tel que le compilateur, en tout cas, sera capable de travailler avec. Il sera capable de travailler avec à partir de là, et vous pourrez faire toutes les opérations que vous saviez faire jusqu'à présent, donc il n'y aura absolument pas de complications. Ceci étant expliqué, parce que oui, il y a beaucoup d'explications quand même dans tout ça, entre le code et tout ce que je commande, tout ça. On va compiler, on va tester le code que vous voyez. Bien sûr, si je fais ça, on risque pas d'arriver à quelque chose. Vous voyez que sans problème, on a le joueur avec toutes ses valeurs de départ. On a appliqué au début le bonus de points de vie, donc les plus 100, c'est bien le cas. Ensuite, on a appliqué un bonus de vitesse, il a bien gagné en vitesse. Et ensuite, le bonus en mana, il avait gagné 100 de mana par rapport à ce qu'il avait au départ. Donc c'est tout bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, sans appliquer les gains pour tout ça. Donc on a plein d'outils, comme ça. Petite particularité, parce que là c'était le cas d'une fonction qui a pour paramètre un void étoile. C'est le même principe si vous aviez par exemple un void étoile en type de retour. C'est simplement en fait que on retourne en fait un pointeur non connu à la combinaison, d'accord, vers un type non connu. Donc c'est le cas par exemple de malloc. Regardez la signature, le prototype de la fonction malloc dans la doc, et vous verrez que c'est la même chose. Voilà. C'est pour ça que malloc, une fois qu'on l'utilise, on fait une conversion. Si vous vous souvenez, quand on l'utilise, on fait une conversion directe parce qu'on récupère un void étoile. Et forcément, void étoile, c'est une taille, c'est un type inconnu. Donc il faut qu'on fasse une conversion explicite. Donc vous avez vu, ça fonctionne très bien avec ce qu'on fait de la bibliothèque standard. Donc bien sûr, dans les codes que vous écrirez, ça fonctionnera très bien aussi. Ok, on va aller un peu plus loin. On va garder cette idée-là, parce que ça pour le coup, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. La sélection générique de tout à l'heure, c'est déjà un peu particulier. Ça, le void étoile, si vous faites un peu de C, si vous faites un peu de système embarqué, etc., il y a quand même assez forte chance que vous soyez à un moment donné amené à travailler avec ce genre de syntaxe. Donc c'est quelque chose qui quand même fait partie des syntaxes à connaître au niveau du langage. On va pousser un petit peu plus loin. L'utilisation du void étoile avec les pointeurs de fonction. Je vais changer d'exemple. On va aller sur l'exemple numéro 4 cette fois.
Voilà, ouais, qui est pas mal pour ça que, encore une fois, j'écris pas le code dans ces épisodes-là pour finir. Il y a beaucoup de code et encore, vous n'avez pas vu les 2 derniers exemples, il y en a beaucoup. Mais globalement, bon, déjà, si vous avez suivi le cours, voilà, on va pas aller trop vite. Si vous avez bien suivi le cours dans ce langage jusqu'à présent, vous savez un pointeur, ça stocke l'adresse d'une variable. Ok, si je fais un int étoile, c'est un pointeur sur int, donc un pointeur sur entier. Ça, vous avez bien compris. Un pointeur sur fonction, pour comprendre globalement, c'est très simple. C'est un pointeur qui va stocker l'adresse d'une fonction, tout simplement. Puisque la fonction, c'est un type, en fait, en réalité, au niveau des objets du langage C, c'est un type, donc on peut faire pointer un pointeur sur une fonction. Et c'est ça qui va nous permettre de choisir quelle fonction nous allons appeler à l'exécution dans un programme. Et par exemple, même de faire de ce qu'on appelle les fonctions de rappel. Donc si vous n'avez jamais programmé avant, etc., c'est ce que vous verrez sous l'appellation en anglais callback. Voilà. Une callback, c'est une fonction de rappel. Donc par exemple, le fait d'avoir une fonction qui prend en argument une autre fonction. On le fait par exemple beaucoup pour les fonctions de tri. Si on appelle une fonction de tri en particulier, on passe en argument la collection à trier, et ensuite on peut lui passer en autre argument la fonction, donc l'algorithme qui va être utilisé, ou en tout cas le système de tri. Vous voyez comment va être effectué le tri? Est-ce qu'il va être effectué sur tel élément ou tel autre élément arbitrairement? Et on peut comme ça passer une fonction de rappel avec cette manière-là. Et c'est tout ce principe-là. Le void étoile, le pointeur de fonction, va nous servir à ça. Les terminaux aussi, le fait d'utiliser un terminal par exemple, quand je tape une commande et que ça m'affiche quelque chose, etc., le fameux prompt avec la liste des commandes, pareil, on pourrait parfaitement développer ce genre de projet avec un système de pointeur sur fonction où chaque commande, en fait, est un pointeur vers une fonction associée. ls, par exemple, pourrait être une commande précise qui va déclencher donc un pointeur vers une fonction ls qui ferait son code. Et généralement, les terminaux fonctionnent de cette manière-là. Donc c'est évidemment très très utilisé sur ces langages comme le C. Ok, voyons voir un petit peu ce que ça nous donne. En termes de syntaxe, j'ai dit on va pas aller trop vite, ça peut ressembler à ça. Donc on va avoir, je vous l'ai dit, c'est un pointeur de fonction, donc ça ressemble à ce qu'on aurait pour une fonction. Mais admettons que j'ai une fonction comme ceci, qui donc s'appelle func, qui prend en paramètre un entier qui renvoie un entier. C'est une fonction classique. Un pointeur sur fonction, c'est simplement ceci. Mais ça, comme ça peut être, voyez, compliqué, parce que mais en fait, c'est un pointeur sur entier. Pour éviter tout problème au niveau de la notation, on entoure de parenthèses. Et là, vous avez un pointeur sur fonction. Et ça, c'est simplement un pointeur sur une fonction func qui prend en paramètre un entier et qui renvoie un entier. C'est vraiment aussi simple que ça. Je pourrais noter autrement, une autre notation possible, ce genre de choses. Pareil. Donc là, on aurait simplement ceci, qui est un tableau qui contient des pointeurs sur des fonctions qui ont comme paramètre un entier et qui renvoient un entier. Vous voyez, c'est exactement le même principe aussi. Et ça, c'est pratique. Ça, après, si vous l'avez bien compris, vous allez voir l'usage que vous allez pouvoir en avoir. Ça va énormément servir pour pas mal de choses. Donc la même chose, les parenthèses sont obligatoires, on a bien vu, parce que pour distinguer un ça d'un prototype, sinon on aurait quelque chose de un peu problématique. Et comme ça, on aura une notation bien particulière. Donc là, je viens d'en faire un, même si j'ai mis un petit type def simplement pour créer un alias pour que ce soit plus facile à utiliser. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer ça, ce qui peut devenir très déroutant, surtout après si vous avez des notations beaucoup plus longues, on peut avoir plein de parenthèses partout et ça devient illisible. Donc là, c'est quand même plus sympa d'avoir ça, ce qui permet ensuite d'obtenir un type ici. Alors ça cache le pointeur, certes, donc c'est peut-être pas l'idéal, certains préféreront le voir, donc garderont la syntaxe de départ, mais si vous voulez quand même quelque chose qui est plus lisible, ça peut être noté tel quel ici. Au niveau du code, voyons ce qu'on a, ce que vous allez voir que l'usage en fait est très simple, globalement. Donc j'ai ceci, j'ai créé mon pointeur sur fonction, donc je rappelle un pointeur sur une fonction qui prend un entier en paramètre et qui renvoie un entier. D'accord, c'est toujours pareil. On a ensuite toutes les fonctions, on va dire, concrètes de tout ça, qui finalement valident un petit peu cette signature, vous voyez. Un paramètre, un entier, et au type de retour, un entier. Et j'ai créé quelques fonctions ici. On a une fonction normale qui va prendre une base, donc qui indique ce qu'elle est, et qui retourne celle-ci. Ensuite, on a quelque chose qui va représenter une attaque de feu, et qui en fait, donc ça ce sont des dégâts de base, on va dire. Donc ici, ça renvoie directement ces dégâts, rien de plus. Une attaque de feu, les dégâts, donc la base sont multipliés, la base est multipliée par 2, donc les dégâts sont multipliés par 2. Si c'est du poison, on rajoute plus 5, simplement, et comme ça on a 3 types d'attaques différentes. Une attaque normale, l'attaque de feu, attaque poison. Si vous jouez à Pokémon par exemple, ça pourrait tout à fait être associé à ce genre de choses-là. Donc on a comme ça ces choses-là. Ensuite, on a une fonction attaquer. On lui passe
voyez ici la fonction que l'on veut, puisque ceci, c'est justement un appel, vous voyez, un pointeur. C'est notre pointeur de fonction qui est ici. Ce qui évite, encore une fois, d'écrire ça. Sinon, vous voyez, encore une fois, on se retrouve avec des écritures comme ça. C'est pour ça que je vous dis, après, ça peut devenir très vite illisible. Donc, passer par des petits alias, c'est quand même pas mal. Donc, je indique quelle fonction on passe, et la base, parce qu'on travaille avec celle-ci. Et ensuite, petit appel via le pointeur, ici, qui prend la base. Donc, attention de bien respecter chaque fois le prototype par rapport à ça. Évidemment, il faut que le pointeur de fonction soit cohérent. Sinon, il faut qu'il pointe vers le bon prototype hein, de la fonction que nous avons. Sinon, c'est un petit peu problématique pour le reste. Et ça y est, nous avons un semblant de généricité, on va dire, au niveau de notre code. Parce que si vous regardez dans la partie principale, j'ai mis les dégâts de départ, hein, la base, finalement ici, et un cas, donc pour le moment, on va juste se concentrer sur le cas d'usage ici, numéro 1, où on fait différents types d'attaques. Donc, dans le cas d'une attaque feu, je balance l'attaque et je précise l'élément qu'on a. Ce que je passe ici, vous voyez, c'est le nom en fait de ma fonction, tout simplement. Donc, je n'ai plus besoin de faire directement appel à la fonction. Je fais appel en fait à la fonction d'attaque, qui est donc la fonction globale, en lui indiquant, c'est ça que je veux lancer, et bien sûr je lui passe l'élément qui a par rapport à ça, pour que ce soit cohérent un petit peu avec ce qu'on a indiqué ici, selon ce qu'on a écrit au niveau des paramètres. Et c'est à partir du pointeur qu'on saura vers quelle fonction, donc à quelle fonction faire référence et appeler la bonne fonction en l'état. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc je vais enlever ça. Hop, on va juste compiler, c'est l'exemple 4. Voilà. Et là, comme vous voyez, attaque de feu multiplié par ça multiplié par 2, attaque poison, on rajoute plus 5, l'attaque normale, ça reste tel quel, donc c'est ok, c'est cohérent avec le code qu'on avait écrit, ça fonctionne tel quel. Donc on peut comme ça choisir l'attaque qu'on veut, et on a comme ça des éléments isolés en appelant toujours la même fonction, encore une fois, mais juste en précisant les bons arguments pour à la fin obtenir le bon type, en tout cas qui est appelé, et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'était le premier cas. Second cas, donc c'est juste une autre manière de faire, hein, c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire, chose qui ne serait pas forcément possible d'ailleurs avec des noms, parce que là, c'est vrai que si on voit ça, on pourrait se dire autant en fait appeler directement les fonctions là. Je veux dire, ça marche. Oui, effectivement, si c'était juste du cas séparé, oui, on pourrait appeler les fonctions qu'on a déjà faites et terminer, on s'embête pas. Mais là où c'est utile d'avoir ça, vous avez bien compris, c'est d'avoir quelque chose de global, quelque chose de générique, entre guillemets encore une fois. Ce qui nous permet de faire ce genre de choses. Je crée un tableau avec différentes batailles, différents combats de ce type, donc le nombre d'attaques, et j'indique les différentes attaques qu'il y a. Et vous voyez, ça passe. Je mets les différents noms, j'ai ma base de dégâts comme tout à l'heure, et là-bas je peux faire une boucle. Parce que comme j'appelle forcément la même chose, là je m'embête plus. Vous voyez, j'ai plus besoin d'appeler une fonction autre. Sinon, il faudrait vérifier en fait. Si on n'avait pas quelque chose d'un semblant générique, on serait obligé de vérifier. Eh bien, si c'est poison, alors t'appelles ça, si c'est feu, t'appelles ça, etc. Et forcément, à chaque nouveau type, vous devriez rajouter une nouvelle condition. Là, l'avantage, c'est que peu importe le nombre de types que j'ajoute, ça, je ne vais plus y toucher. Alors, je vais bien sûr rajouter là des éléments, ce qu'il faut bien qu'ils fassent partie des différentes batailles qu'il y a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de ça, du traitement lui-même, on ne va pas y toucher. Vous voyez, si là, je veux ajouter un nouveau type, la manière de faire, ce serait quoi? Ce serait de créer une nouvelle fonction ici, voilà, pour autre chose, genre gelure ou n'importe quoi, le gel. Voilà, on l'ajoute ici. Ensuite, j'ajoute ce type d'attaque dans les attaques à faire, et c'est terminé. Voilà, je n'ai pas touché au reste. Ok. Et là, encore une fois, pour la simplicité des exemples, je fais tout dans un seul fichier. Vous avez bien compris que dans un vrai projet, ce serait bien séparé, bien modulaire, avec des fichiers d'entête, des fichiers sources séparés, etc. Donc, ce qui fait que quelqu'un, un développeur à part, pourrait créer son propre type d'attaque, et vous pourriez l'intégrer, nos développeurs pourraient l'intégrer au système de combat, sans avoir, encore une fois, à toucher au code existant. Vous voyez, c'est pas parce qu'on va ajouter par exemple un nouveau type d'attaque qu'on est censé toucher au système d'attaque, qui est censé fonctionner déjà de manière générique en amont, sans avoir devoir casser ça en fait, et voilà, casser le code existant. Donc c'est là tout l'intérêt. Encore une fois, effectivement, si on n'avait que ça, l'utilité serait quand même très limitée, mais pour ce genre de cas, ça se montre bien plus pertinent ici. Comme ça, vous avez un autre exemple un petit peu avec tout ça. Voilà, ça c'était un petit exemple que je voulais faire. Donc j'ai toujours essayé de faire des exemples, surtout pour ces cas-là, les plus simples possibles, pour que vous compreniez bien un petit peu, vous puissiez bien assimiler tous les systèmes ici de pointeurs de fonction. Mais bien sûr, après des structures ou autres, on peut aller plus loin et de toute façon, on va le faire, hein, bien sûr, parce que tout ce que je vous montre aussi permet d'être réutilisé dans d'autres exemples après. Donc ça permettait de montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire ici. Justement, nos pointeurs de fonction,
bien pratique. On a vu comment ça fonctionnait, donc on va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Et on va passer à l'exemple suivant, qui j'en ai fait un dossier, parce qu'il y a un peu plus de fichiers, effectivement, qui vont nous servir là. Je vais tout ouvrir, on va les faire dans l'ordre. Ici, ouais, on a pris l'ordre, on s'en fiche là. Globalement, ce que nous avons là. Donc là, vous voyez déjà il y a un peu plus de code. On se dit, ok, voici ce qu'on appelle une. Donc ceci est une table virtuelle. Une table par exemple de fonctions virtuelles, de méthodes virtuelles, peu importe. Le but ici, c'est de faire du polymorphisme de manière manuelle. Alors pareil, pas le polymorphisme réellement tel qu'on peut le retrouver dans d'autres langages de programmation, je vous l'ai dit, pas de vraie généricité en langage C. On a juste des artifices pour se rapprocher de quelque chose qui ressemble, pour simuler ça, mais on n'est pas sur quelque chose qui l'est véritablement. Donc c'est toujours de l'abus de langage quand je vous le dis concernant le C. Voilà. C'est vraiment cette vidéo, c'est vraiment du bonus pour voir un petit peu tout ça. Le principe ici, c'est de pouvoir définir une structure qui regroupe nos pointeurs de fonction. Regardez, on a des pointeurs de fonction partout. Donc on réutilise ce que vous venez tout juste là, je vous ai montré juste avant. Donc une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris avec cet autre exemple ici. Et le but, c'est de représenter le comportement d'un type, évidemment, en fonction des types qu'on va avoir. Chaque type, qu'on va dire concret, d'accord, c'est-à-dire pas un type global, mais un type concret, il va fournir sa propre table de fonctions. C'est-à-dire que là, on se dit, voilà, dans mon exemple ici, on a des personnages, et voici tout ce qu'ils sont capables de faire globalement. C'est leur contrat, ok. Le contrat de ces personnages, c'est ça. Ils sont capables d'attaquer, ils ont une capacité parce qu'ils doivent pouvoir mourir, donc ils sont ça. Ils ont de quoi permettre de récupérer le nom de leur classe, récupérer leur nombre de points de vie, leur nombre de points de mana, et de vérifier si le personnage est mort ou non. D'accord. Et j'ai mis un petit exemple ici en commentaire pour montrer qu'à tout moment, voilà, plus tard, on pourrait rajouter d'autres choses. Et bah, tiens, maintenant ils peuvent se soigner, ils peuvent faire d'autres choses. On pourrait compléter bien sûr le contrat. Mais partons de celui-ci qui est déjà pas mal. On a déjà pas mal d'éléments ici. Donc nous avons ça, d'accord, tel que ça a été ajouté. Et comme ça, on va pouvoir ajouter les différents éléments. L'avantage déjà, donc, c'est qu'avec ce code générique, on va travailler uniquement avec cette table, à travers cette table, d'accord. On n'a pas besoin d'avoir connaissance, et surtout, c'est dans le cas où on n'a vraiment pas connaissance à nouveau du type qu'il y a derrière. On ne sait pas en fait, voilà, quel est le type réel des données autour de ça. Vous voyez, on a encore une fois du void étoile. Donc on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'on a, les personnages, qu'est-ce que c'est comme type de personnage. À ce stade, on n'en sait rien, on est sur quelque chose qui est global. Donc on écrit notre code générique, qui va fonctionner bien sûr grâce à ça sur n'importe quel type de données. Par contre, ça va sous-entendre évidemment de respecter ce contrat. D'accord. Il va falloir respecter le contrat de la table virtuelle pour que tout ça soit fonctionnel. Sinon, ce sera un petit peu embêtant par la suite. Et si plus tard, on veut rajouter un nouveau type, eh bien, on rajoutera sa table à lui, d'accord. Et on n'aura à nouveau pas besoin de toucher au code qui existe déjà. C'est quand même tout le principe pour éviter tous les moindres problèmes qu'on peut avoir. Ok. Donc ici, j'ai fait une table virtuelle que j'ai appelée comme ça pour character, donc pour présenter un personnage. D'accord. Ensuite, nous avons cet élément ici, qui est lui l'élément, on va dire, un peu plus vous voyez, c'est comment dire, c'est l'enveloppe. L'enveloppe générique, un petit peu de tout ça, qui va regrouper les données qu'on va avoir. Donc ça va permettre l'accès direct aux données d'un personnage, qui vont nous servir, donc par exemple les points de vie, ce genre de choses. Et ensuite, bien sûr, on regroupe également sa table, le fameux contrat de ce qu'il peut faire en fait. Donc ça, ce sont les données directes, c'est un petit peu les attributs. Si je pense à des langages qui vont permettre de faire de la programmation orientée objet, par exemple, s'il y en a qui en font parmi vous, on aurait donc les attributs un peu là-dedans. Ok. Et là, on aurait les méthodes, les services que ça peut rendre. Donc on regroupe tout ça et on obtient notre type. Ça, c'est vraiment notre type global, encore une fois, qui représente tout personnage. Quoi comme personnage, on ne sait pas. À ce stade, on ne sait pas, juste n'importe quel personnage au niveau de ce que nous avons. Et ensuite, nous avons toute la partie interface, c'est-à-dire tout ce qui va être public, tout ce qui va être générique, en fait, à chaque personnage. Chaque personnage va pouvoir attaquer, et chaque personnage, bien sûr, pourra mourir en fonction de ce qu'on a. Et tout ça passera par, évidemment, des éléments de sa table virtuelle. Donc, vous voyez, très simplement de la syntaxe, là, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des choses déjà vues, globalement. Donc, on fait passer un pointeur vers notre structure, et on dit simplement, au travers de celle-ci, on passe, puisque c'est le contrat, par notre table virtuelle, par son pointeur de fonction attaque. D'accord. Et on passe bien sûr les données, parce qu'on aura peut-être besoin des données, c'est le cas ici. Donc self, c'est le personnage lui-même. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça la variable au niveau du paramètre. Et bien sûr, void d'étoile parce que on veut que ce soit générique pour que ça prenne en compte n'importe quel type de personnage tel qu'on va les créer par la suite. Voilà. Donc si vous avez besoin d'ajouter aussi une autre, on va dire, un autre service public qui serait commun à tous les personnages, vous l'ajouteriez ici. D'accord. J'en ai mis deux pour l'exemple, ça suffisait largement. Et on a ça.
Une fois qu'on a fait ça, il est temps d'ajouter nos éléments concrets. On parlait de personnages, très bien, ça n'a pas de sens, c'est trop vague, trop global, mais nous on veut des personnages concrets. Donc là, prenons l'exemple sur un jeu vidéo où on aurait un guerrier. Le guerrier est un type de personnage dans notre jeu. Ok, je lui passe bien sûr mon en-tête qui contient tout le contrat, logique, bien sûr. Et ensuite, vous voyez, je crée un type concret de ça. Ce sont les data. Ok, c'est ça en fait, ce qu'on va avoir là. Ce sont ces données à lui. Et là, je mets les différents éléments. Donc, il va avoir un élément pour mettre le nom de sa classe, un élément pour les points de vie. Ici, il a une stat qui concerne sa force, c'est un guerrier, et ensuite un petit booléen pour indiquer s'il est mort ou non. D'accord? Classique. Ensuite, on écrit ses fonctions à lui. Alors, pareil, normalement, j'aurais pu mettre ça dans des fichiers sources, mais encore une fois, pour gagner un peu de temps et aussi pour gagner un peu de place en termes de fichiers, j'ai mis ça directement dans l'entête. Bien sûr, en temps normal, ce serait séparé, là, on n'aurait que les prototypes. Ça va de soi. Donc ici, j'indique le contrat. Vous voyez, on a différentes choses. Il va falloir qu'on indique en fait tous les éléments par rapport à ce que l'on veut. Donc, il doit attaquer, mourir, renvoyer son nom de classe, ses points de vie, son nombre de mana et vérifier s'il est mort ou pas. On a donc 6 fonctions à implémenter. Donc c'est fait. Voilà. Donc la fonction attaque, elle est ici. Voilà. Et on indique bêtement, concrètement, comment attaque un guerrier. D'accord? Comme tout à l'heure, ici, comme on est sur du void étoile, il faut faire une conversion explicite, c'est ce que je vous ai dit, sinon on travaillerait sur des données inconnues, donc ça ne va pas. Donc on le fait ici, pas de souci. Et là, on a accès aux données directement. Voilà, il n'y a aucun problème, donc tout ce que vous savez déjà faire. Donc là, on vérifie, s'il est mort, évidemment, il ne peut plus attaquer, il est mort. Donc j'ai essayé de renvoyer un booléen ici, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est une fonction que vous écrivez comme vous voulez, vous l'implémentez comme vous voulez. Et ensuite, sinon, il attaque, il indique donc voilà son nom, les points de vie, et bien sûr avec sa statistique de force, et on renvoie true pour indiquer que l'attaque s'est passée. Ok. Deuxième partie du contrat, c'est mourir. Donc mourir, pareil, warrior die. Et vous voyez que le nom déjà n'est pas le même, parce que regardez aussi, c'est ça que je ne l'ai pas dit, vous voyez que là au niveau du pointeur ça s'appelle attack, là ça s'appelle die, et là vous voyez j'ai mis le nom. Warrior, il y a un préfixe en fait. Warrior, attack, warrior, die, etc. Encore une fois, c'est un pointeur, donc on s'en fiche du nom que la fonction est là, mais là au moins c'est propre au fichier. Donc là pareil, c'est lui-même. Bon là j'ai mis un petit système voilà, simplement pseudo-aléatoire pour faire voilà, lui donner une certaine chance de survie en fonction du nombre renvoyé s'il est pair ou impair. Pour dire voilà, bon bah les guerriers sont plus résistants, donc ils ont une chance de survivre même s'ils arrivent à 0 de vie, par exemple, donc au moment où ils sont censés mourir. Et pareil, je fais une conversion explicite et je passe, donc là si jamais il n'a pas survécu, malheureusement qu'il n'a pas réussi à survivre, on met ses points de vie à 0, si jamais ils étaient par exemple dans le négatif ou autre, peu importe, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence, on indique qu'il est bien mort et on renvoie pour dire que la fonction a bien fait son travail. Ok. Troisième partie, je vais accélérer un petit peu pour récupérer le nom de la classe. Donc nom de la classe, ici, simplement on convertit, on voit son nom. D'accord. Voilà. Donc c'est assez simple, hein. Récupération directe, ça bon, c'est un petit peu les accesseurs, hein, voilà, mutateurs, etc. comme on ferait ce genre de choses. Et ensuite, pour les points de vie, les points de mana, de toute façon j'irai vite pour l'autre, hein, mais bon, ça va être un peu pareil pour tout. Donc vous voyez, toujours pareil, la conversion explicite, on renvoie les points de vie, la conversion explicite, on renvoie la donnée, donc ici le booléen, et ensuite ici, ça, les guerriers n'ont pas de mana, parce qu'ils sont des guerriers, ils n'utilisent pas de magie. Donc comme je ne peux pas avoir une variable ici qui ne serait pas utilisée du tout pour éviter les avertissements, je le convertis quand même vers void, mais simplement pour indiquer que j'ai bien vu, hein, que je n'utilisais pas mais que c'est voulu, mais juste qu'il n'en a pas, et je retourne -1, voilà, pour indiquer qu'il n'a pas de mana. Comme ça, éventuellement en amont, ça pourrait être traité, si je voulais essayer, je ne sais pas, hein, par erreur d'afficher du point de mana, si je récupère -1, je comprendrais qu'effectivement il y a un problème ici de cohérence, mais que les guerriers n'ont pas de mana parce qu'ils ne font pas de magie. D'accord. Enfin, nous avons ici, vous voyez un tableau, enfin une structure, pardon, pour être exact, qui va contenir notre table. D'accord. La table qui est ici pour voir chaque chose. C'est ça en fait qui va faire la relation. Vous voyez, c'est pour ça que là, on a certes ces noms-là, mais en fait on s'en fiche. Le truc, c'est qu'ensuite, c'est de faire l'association entre les deux. Donc dans le même ordre, évidemment. Attack die, get class name, get HP, get MP et is dead. Donc je les écris dans l'ordre, bien sûr, qui sont indiqués dans la structure. Je crée donc sa table à lui, et voilà, et je fais donc association avec ses fonctions, c'est pour ça qu'elles ont des noms différents, comme ça me permet d'avoir un code plus lisible, plutôt que d'avoir juste un seul mot, et notamment éviter les problèmes de conflit de noms, ce genre de choses. Et voilà, nous avons un type concret, encore une fois, pour représenter un guerrier. J'ai fait la même chose maintenant pour un mage. Voilà, un autre cas de joueur, donc le même système, sauf que lui, vous voyez, il n'a pas de force, mais il a une intelligence. Sinon, on retrouve la même chose, c'est pas obligatoire, encore une fois. Alors, il faut
un minimum. C'est-à-dire qu'ils sont forcément tous obligés d'avoir des points de vie et du point de mana. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai quand même dû implémenter la partie mana pour le guerrier, même s'il n'en utilise pas. Et que le bon système pour faire, enfin le bon système, une des manières de faire, c'est ça. Où j'aurais pu mettre une erreur ou n'importe quoi pour dire que c'est pas implémenté, qu'il n'y a pas ou j'en sais rien. Mais forcément, tout ce que je vais mettre ici, c'est ce qui va être commun, donc ce qui va devoir être implémenté partout. S'il y avait des éléments qui sont vraiment, par exemple, qu'on va retrouver que chez un type, évidemment, ça ne ferait pas partie de, on va dire, les services communs de tous les personnages. Ça va de soi. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de quoi récupérer, par exemple, des informations spécifiques à un personnage, dans ce cas, en tout cas, précisément. Donc on retrouve comme les autres, il a tout ça, mais lui, il n'a pas de force, mais il a de l'intelligence. Et ensuite, classique, hein, voilà, on implémente tout, sauf qu'ils font pas forcément de la même manière. Lui, bon, bah, il meurt pas de la même manière, il n'a pas de système de survie, c'est un mage, donc c'est un peu, voilà, il se bat avec une armure en carton, donc il meurt tout de suite, et il a aussi son mana qui passe à zéro quand il meurt, etc. Et par contre, bah, lui, voilà, effectivement, on peut récupérer du mana puisqu'il l'en utilise, donc il n'y a pas de problème. Et à la fin, on associe également toutes ces fonctions. Voilà, on a donc notre élément générique, polymorphique, on a nos types concrets, on peut créer des guerriers, on peut créer des mages, et on n'a plus qu'à se servir de tout ça. Ici, nombre de combattants, ce que je vais en faire combattre que 2. Bon, j'ai fait une petite fonction pour afficher tout ça, mais globalement, c'est du code que vous connaissez déjà, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'encore une fois, eh bien, dès qu'on veut passer par les fonctions, on passe par la table virtuelle, donc c'est un élément d'une structure, et quand on veut accéder aux données, eh bien, c'est data. Voilà. Donc, vous avez bien compris ce que j'avais indiqué ici. Normalement, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, ce sont les variables, ça, ce sont les fonctions. C'est aussi simple que ça. Et après, c'est là que c'est intéressant. Je crée des combattants, vous voyez, suivant les informations qu'ils ont. Donc là, moi, je passe le nom, hein, voilà, guerrier, mage, les points de vie, chacun leur stat, hein, dans l'ordre bien sûr dans lequel c'est écrit, mais bon, ici, comme j'ai mis les noms, j'aurais pu le mettre dans n'importe quel ordre. Donc vous voyez, lui, il a sa force, lui a son intelligence. Ils sont évidemment vivants par défaut. Ensuite, puisque maintenant, ce sont tous des types, des données de ce type-là, qui est le type global, je peux faire un tableau de ce type. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, en temps normal, faire un tableau qui mélangerait et des warriors et des mages. Ça ne marcherait pas. Mais grâce au système qu'on a créé ici, qui regroupe n'importe quel type, vous voyez, ce principe un peu de généricité, maintenant on peut. Voilà, on crée un tableau de ce type, de combien de combattants, et là, bah, j'ai mis le premier qui est le, comment dire, le guerrier, le mage, en passant à chaque fois leurs infos, donc les données et leur service, donc leur fonction. Là, j'ai indiqué, bon, juste que ce soit lisible un petit peu chaque indice à quoi ça correspond. Et ensuite, voilà, on affiche l'information des combattants avant la bataille. Première vague d'attaque, voilà, donc une seule fonction, effectivement, c'est la fonction générique. Donc le personnage attaque, en tout cas tout, pour chaque personnage de mon tableau, donc de l'armée, tout le monde attaque. Ok. Là, on a un combattant qui est mort, donc je fais voilà, mourir volontairement un des personnages, puisqu'on n'a pas fait un vrai combat, bien sûr, c'est pour l'exemple. Ensuite, on réaffiche un petit peu l'état des personnages. Deuxième vague d'attaque, voilà, donc on fait attaquer tous les personnages du tableau qu'on a, et la bataille est terminée. On n'a plus qu'à exécuter, enfin compiler, exécuter ça, parce que ça fait beaucoup de choses. Hop. Ah bah non, oui, effectivement, changement. Et là, on va avoir beaucoup plus de choses là à compiler. Voilà. Donc avant la bataille, guerrier joueur 1, point de vie 800, il est vivant. Mage joueur 2, point de vie 500, point de mana 650 vivant. Les deux se battent. Donc première attaque, le guerrier attaque avec 15 de force, c'est ce qu'on lui a mis, je rappelle. Hein. Ah, ça sort pas de nulle part. Voilà. Le mage attaque avec 20 d'intelligence, c'est bon. Mort d'un combattant. Donc effectivement, je crois que c'est le mage voilà, qu'on a fait mourir. Donc l'état des joueurs, eh bien, lui est toujours vivant. Vous voyez que lui est bien à 0-0, il est bien considéré comme mort. Et quand je veux lancer la deuxième vague d'attaque, le guerrier est toujours vivant, peut attaquer. Le mage ne peut plus, donc le mage, là, il est bien indiqué qu'il ne peut plus attaquer puisqu'il est mort. Fin de la bataille. Donc tout est pris en compte. Et nous avons comme ça un GOT qui fonctionne directement. Comme pour tout à l'heure, avec les pointeurs de fonction sans avoir fait de table virtuelle, comme vous voyez, bah, ce code après, j'ai plus besoin d'y toucher. De toute façon, il suffit de voir en fait. Vous voyez qu'ici, on n'a plus de code qui précise guerrier, mage ou quoi que ce soit. C'est que des éléments au global. Il y a juste ici, forcément, bah, on crée les éléments qu'on a, logique, et ensuite ici, on met les éléments qu'on veut dans notre tableau. Mais après, vous voyez, tout est générique. Là, pareil, il n'y a rien il n'y a pas de condition en fait qui doit dire si c'est un mage, alors tu affiches ça. Si c'est. Non, nulle part. La seule chose que moi j'ai mis un différent au niveau de l'affichage, c'est ça. D'indiquer si le nombre de mana est à -1, bon, bah, c'est l'indicateur que j'ai choisi pour indiquer que c'est un cas où le personnage en question n'utilise pas de mana. Et donc, bah, on n'affiche pas une valeur de stat qui n'existe pas pour ce personnage. C'est tout. Mais pas une seule fois, et de toute façon, on ne pourrait pas, parce qu'on n'a pas de système pour vérifier ça, à moins de passer par des énumérations, je ne sais quoi,
pour vérifier le type. Voilà, on n'a pas, encore une fois, on n'est pas sur de la généricité. En langage C, nous n'avons pas ça. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir quelque chose de totalement transparent et les données se manipulent telles quelles. Donc voici comme ça une petite, oui, c'est un petit peu voilà, une manipulation un petit peu au niveau des structures, au niveau pas ici des macros, mais au niveau des notations qu'on a, donc les pointeurs de fonction, tout ça, pour obtenir ce genre de fonctionnement au niveau du langage de manière transparente. Et là, pareil, si je veux ajouter un nouveau type, bah, vous avez logiquement compris ce qu'il fallait faire. En fait, c'est un copier-coller, c'est-à-dire que je peux copier-coller ce fichier, et après, bah, je crée un nouveau type avec son propre nom, éventuellement d'autres stats ici, mais il faut qu'il ait au moins celle-ci, pardon, et ça, et éventuellement du mana. J'implémente toutes les fonctions du contrat pour chaque, et à la fin, bah, j'inscris sa table ici pour faire l'association entre les pointeurs de fonction ici et les vrais noms qu'on crée des fonctions de ma nouvelle classe, voilà, de personnage. Et je pourrais ajouter un druide, un démoniste, j'en sais rien. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à l'ajouter à la bataille. Voilà, ici, donc créer de l'ajouter à la liste des combattants. Et c'est bon, sans toucher au code existant lié au système de combat en lui-même, ou même au système de bataille, eh bien, il pourra combattre directement, peu importe les types que nous avons. Et c'est là tout l'intérêt un petit peu de tout ça, de ce que je vous avais montré ici. Ok, donc comme ça vous avez bien vu un peu le principe, vous avez vu un peu comment ça fonctionne hein, sans s'embêter avec le reste. Bien, on va pouvoir maintenant passer au dernier et le plus long d'ailleurs de tous les exemples de cet épisode. Je vais enlever tout ça. Vous voyez, ça fait presque 1 heure de vidéo, je regarde là l'enregistrement. Donc effectivement, heureusement que j'avais noté le code, beaucoup de choses aussi. Et là, vous voyez, il y a encore plus de fichiers. on va faire au fur et à mesure. Bien, on va charger ça. On va charger ça. Celui-ci, ensuite à nouveau. Donc j'ai regardé le même système, un guerrier mage, c'est un peu ça. Je dis, je vais pas changer de type d'exemple là, de l'un à l'autre parce qu'il y a tellement de codes, ça va vous perdre. Je vais rester sur quelque chose d'assez parlant pour le reste, globalement. Mais avant de passer à ça, je vais ouvrir ce fichier à nouveau. C'est un autre main. Voilà. De l'autre côté, il faut que je vous montre quand même une petite syntaxe particulière. Quelque chose qui va nous servir, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, mais qui va un peu plus loin avec ce qu'on avait vu sur les directives de préprocesseur, notamment un nouvel opérateur qui sert beaucoup dans les macros. Cet opérateur, c'est l'opérateur de fusion, opérateur de combinaison, il y a plusieurs noms, pour des jetons. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça va permettre dans des macros de joindre différents jetons, on appelle ça comme ça, hein, c'est tokens, et en fait ce sont des mots qu'on va retrouver, parce que vous savez, les macros permettent de faire de la substitution, hein, je l'ai assez dit maintenant. Donc le principe va être très simple. Vous allez voir en fait, vous allez voir comment une syntaxe très simple, mine de rien, va permettre de faire des choses très complexes, très développées au niveau du langage, comme vous allez voir dans tous les fichiers ici du dernier exemple. On va pas vraiment partir de cette base, pas que, mais on va aussi réutiliser les fameuses tables virtuelles. Donc c'est pour ça qu'il faut bien suivre, il faut vraiment vous accrocher sur cet épisode parce que c'est assez long. Il y a beaucoup de choses à digérer pour terminer cette playlist. Mais au moins on aura vraiment fait quelque chose de complet jusque-là. Donc voici la syntaxe. Je fais une macro, je vais définir. Je vais appeler ça join, pas obligatoire mais j'appelle ça comme ça. Je mets 2 éléments que ça prend. Vous voyez comme une fonction, c'est une macro-fonction, join qui prend 2 arguments, une partie 2, et ensuite j'indique qu'elle remplace ça par P1, croisillon, P2. Et ça, c'est le fameux opérateur de fusion. C'est l'opérateur qui va lier ce qui était écrit ici de ce qui était écrit là. Tout simplement, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors en termes d'usage, qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir. C'est vraiment, je vous ai dit, difficile de faire plus simple que ça. Je vais écrire ça. Donc, classique, mettons je déclare une chaîne, c'est une chaîne constante. Je vais passer par ma macro-fonction. Voilà. Et je vais l'appeler Chuck. Ok. Classique. Bon là, évidemment, si je l'affiche, on s'en fiche, de toute façon, c'est pas intéressant. Ce qui se passe ici, c'est que, vous voyez, ce que veut dire, bon, il faut un nom de variable, bah ça, en fait, ça va remplacer par P1 player. Et je vous dis, ça concatène, en fait, hein, ça joint P2 name. Donc on obtient bien, à la fin, ceci. C'est du remplacement. C'est de la substitution visuelle dans le code avant même la compilation, rappelez-vous, ce qui se passe à l'étape préprocesseur, c'est avant la compilation. Donc ça sert à ça. Donc c'est vrai que si on voit ça, on se dit, bon, quelle utilité ça peut avoir de faire ça? Du way, bon, l'usage est quand même très limité, pourquoi pas. Mais retenez qu'on a cette première possibilité, d'accord? Première chose qu'on peut faire. Autre cas, que je ne vais pas forcément réutiliser, je crois que je ne l'ai pas réutilisé dans les exemples, mais c'est bien de savoir parce que ça permet de faire des choses sympas aussi, et ça peut, pareil, être détourné pour faire plein de choses aussi au niveau des macros qu'on peut retrouver. Je peux également,
on va dire créer des chaînes, former des chaînes de caractères à partir d'un certain truc. Imaginons que je fasse ça. Je dis voilà, tu me prends un texte, ok, et tu remplaces par l'appel à la fonction put, donc du langage, hein, de la bibliothèque, et tu vas transformer en chaîne celui-ci. Pour le faire, il suffit de faire précéder le jeton lui-même par un seul croisillon. Voilà, vous mettez ici recoller ou pas, hein. Des fois il y en a qui ne les collent pas forcément, vous verrez selon les codes, peu importe, mais on a ça. Et là, comme ça, on a cet élément qui va être fait. Donc là, c'est très simple. Si je note ceci, vous voyez, je mets même plus les doubles guillemets, c'est pas une erreur. Voilà, si je fais ça, eh bien en fait, ça va être remplacé. Bah, de toute façon, moi, je peux déjà ça, je peux toujours l'afficher, hein. Oui, je ne mets même pas autre chose. Voilà, je l'affiche, vous voyez, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème, hein. C'est pas une erreur d'inattention ou quoi que ce soit, on n'invente rien. Ça marche bien, simplement parce que ça a fait un remplacement par ceci. Tout simplement. Ok, c'est macro fonction print, qui est en argument, tu le transformes en chaîne, et print, bah, tu le remplaces en fait par put. Voilà. Donc ça fonctionne tel quel. Donc ça, c'est des tout petits outils syntaxiques, des directives préprocesseurs en langage C, qui permettent de faire énormément de choses. On peut vraiment faire énormément de choses. Mais nous, ce qui va nous servir, c'est cette notation. Cette notation va énormément nous servir pour terminer avec la dernière méthode, on va dire, un autre moyen, encore une fois, de se rapprocher, comme je vous disais, un peu de généricité en langage C, de quelque chose un peu polymorphique, en combinant bien sûr plein de choses. C'est-à-dire qu'on combine à la fois l'état virtuel, à la fois l'utilisation de macros, pointeurs de fonction, tout ça. Vous voyez, maintenant, il y a plein de choses qui s'utilisent en fait ensemble, et c'est la combinaison un petit peu de tout ça qui permet d'aller très loin. Voici l'exemple de fin, je vais vous montrer déjà le scénario qu'on attend. C'est-à-dire, voici le monde idéal que l'on veut, en tout cas ce qu'on attend vraiment de notre programme. On attend d'avoir un nombre de combattants, cette fois-ci. Cette fois-ci, ils seront 4. Ok, je crée des guerriers. Donc on a visiblement un type concret de guerrier, comme tout à l'heure, mais on a un autre cas. Donc on crée un guerrier, voilà, on a eu variant, on crée un deuxième guerrier, gros mage, d'accord, et on crée 2 mages, Jaina et Khadgar. Voilà. Ça aura peut-être référence à certains, si vous connaissez, vous saurez de quoi il s'agit. On crée ensuite le code générique. On veut quelque chose de générique. Donc ici, un tableau, d'accord, de tous les combattants. Donc ici des fighters. Et ensuite, je fabrique ces derniers. Voilà, on a visiblement une fonction qui s'appelle make quelque chose, make warrior, make mage, donc visiblement qui a un nom concret quand même en fonction de ce qu'on veut créer. Soit un guerrier, soit un mage. Et on les passe, et voilà. J'ai mis leur petit indice pour que ce soit identifiable pour moi visuellement. Puisque encore une fois, on sait, on n'a pas de vraie généricité, donc on est un peu obligé de faire comme ça. Et on a ces éléments-là. Avant que la bataille commence, simple boucle, et on a une fonction ici, who am I, simplement pour indiquer les informations de chaque combattant. Voilà, simplement, son nom, ses stats, etc. Bref. La bataille commence, on a une fonction d'attaque. Un combattant en attaque un autre et inflige un certain nombre de dégâts. Donc là, on a par exemple Variant qui attaque Gros Mâche en lui infligeant 35 de dégâts. Ensuite, Gros Mâche riposte, il inflige 40. Jaina attaque Gros Mâche en lui infligeant 50. C'est une mage, forcément elle fait beaucoup de dégâts. Et Gros Mâche finit par attaquer Khadgar qui rien demandé à personne, qui se prend 40 de dégâts. Voilà, 4 on va dire, attaques lancées. Fin de la bataille, on affiche l'état à la fin de tous les combattants pour voir un petit peu ce qui s'est passé, s'il y a bien eu effectivement les stats qui ont été réduites, parce qu'ils ont pris des dégâts. Donc logiquement, c'est censé se voir sur des points de vie. A priori, c'est ça que nous avons. Voilà, ça c'est le code générique. Vous voyez, quelque chose qui est censé marcher tel quel. Normalement, vous avez bien compris, si on n'utilise aucun système de ce que nous avons vu, on comprend bien que ce code, ça va être compliqué. On se dirait, ça, bon ok, on peut le faire sans système, on va dire, de généricité, hein. Voilà, on crée une fonction warrior init, une fonction pour les mages. Donc on se dit, ok, ça peut être fait, il n'y a pas de problème. Ça ensuite, ok, mais premier problème, aïe, là on mélange des guerriers et des mages, ça normalement on sait c'est pas possible. On peut pas faire un tableau en fait qui contient des éléments de type différents. Donc ici il faudrait faire un tableau de guerrier ou un tableau de mage. Là on a un tableau de combattants, mais qu'est-ce que c'est combattant? On n'a jamais créé de combattant du tout. Donc déjà on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui n'est pas ce qu'on aurait habituellement sans faire, sans utiliser des outils qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et ensuite, à nouveau, on fait des boucles. Pareil, on fait une boucle, une fonction, et ils ont la même. Là, visiblement, guerrier a la même, mage a la même. Sauf qu'on sait qu'en langage C, si on met le même... Bon, déjà, on ne peut pas avoir des fonctions qui ont le même nom dans des outils, des types différents. Ça rentrerait en conflit. Ça veut dire qu'ils utilisent vraiment la même fonction, et ça a l'air de marcher comme il faut, parce que le but, c'est que chacun ait son comportement. On imagine bien qu'un mage ne se bat pas comme un guerrier, il n'utilise pas les mêmes outils. Donc, et il n'aura pas forcément les mêmes stats. Ça, éventuellement, on peut dire ça pourrait marcher sans polymorphisme, sans quoi. On fait une fonction d'attaque, on précise l'auteur de l'attaque, la cible, le nombre de dégâts, on peut se dire ok, ça marche.
et à nouveau, bon, on affiche les stats, pareil. Donc on se rend bien compte que, voilà, si je vous demandais de faire faire tourner ce programme, le faire fonctionner sans outils de macros, ce genre de choses, on comprend bien que c'est pas possible. Simplement, c'est juste pas possible en fait sans utiliser des outils que je vous ai présentés jusqu'à présent et qu'on a vu et qu'on va continuer de voir un petit peu ici. Donc là, accrochez-vous, il va y avoir beaucoup de code. Voilà, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement. C'est pas l'idéal, c'est aussi pour ça que je voulais surtout écrire le code en amont pour avoir ensuite plus qu'à donner des explications et commenter, ce qui a pas mal de choses. Mais évidemment, si vous êtes déjà, si vous avez des lacunes déjà avec beaucoup de notions vues avant, ça a posé problème. Donc là, on est vraiment, je vous le dis, sur le dernier épisode, on n'est pas sur le plus accessible. Donc tout ce qui est pointeur sur structure, tous ces trucs-là, faut connaître. Voilà, les tableaux, les accès, etc. aux données, savoir les différentes notations, il faut vraiment être à l'aise avec ça, sinon c'est fini. En fait, là, vous allez jamais rien comprendre tout ce que je vous ai expliqué. Donc il faut vraiment être au point parce qu'on est sur la fin. On termine avec ça, donc il faut être clair là-dessus. Ok. Ceci est un patron d'entête, de fichiers d'entête. Et vous voyez qu'il y a plein de choses. Voilà, déjà, il y a des macros partout. Donc ça, c'est une manière de faire. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau, etc. C'est une manière de faire. Et ça va être un peu déroutant, parce que c'est pas dans les manières habituelles. Déjà, on est sur un fichier d'entête qui va pouvoir être inclus plusieurs fois. Jusqu'à présent, quand on faisait un fichier d'entête, on faisait en sorte de mettre des conditions pour éviter que le fichier soit inclus une nouvelle fois s'il a déjà été. Là, je vous dis que c'est tout l'inverse. On va faire en sorte de pouvoir l'inclure plusieurs fois. C'est tout le principe justement. Le principe, ça va être quoi? Ça va être d'avoir un fichier d'entête avec des éléments les plus génériques possibles. Pour ça, on va utiliser bien évidemment des macros. Tout ce qu'on a vu avec les macros, et vous voyez, visiblement, une histoire d'opérateur d'union, de fusion qu'on retrouve à nouveau ici. Il a l'air d'être un petit peu ici utilisé. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, on peut faire plein de choses. Et ensuite, en fonction de ce qu'on va inclure, on définira des macros dans les éléments concrets pour faire en sorte que dans l'élément ici générique, ça mette les bons éléments. Donc quand on va avoir un guerrier, les éléments génériques changeront par guerrier. Quand ce sera un mage, les éléments génériques changeront par mage. Quand on voudra faire un druide qui n'existe pas dans mon programme à l'heure actuelle, mais qu'on pourrait avoir plus tard, on aura un druide, etc., etc., et on pourra tout compléter. On va passer à l'explication, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va passer sur ça, je vais revenir de toute façon très très vite sur la suite, vous inquiétez pas pour ce qu'on va avoir ici. Ça, c'est le fichier d'entête de ce qui va être l'élément générique. En fait, c'est ce qu'on a vu sur l'exemple précédent. D'accord? C'est la fameuse table virtuelle, donc là, c'est juste révision de ce qu'on a vu juste avant. Globalement, ça, c'est notre classe générale. C'est le combattant. Vous voyez, le combattant, c'est, pour ceux qui programment notre langage, ce serait un équivalent d'une classe abstraite. Vous voyez, on ne sait pas. C'est un combattant. Comment il combat, on ne sait pas, mais le but, c'est ensuite de pouvoir créer une armée de combattants et chacun pourra combattre à sa manière, peu importe comment il fait, on n'a même pas besoin de savoir comment il le fait. Juste, il devra être capable de le faire, et c'est le contrat qu'il aura à remplir avec cette fameuse table virtuelle. Donc j'ai changé parfois un peu les noms, mais on retrouve le même système que tout à l'heure. Ici, on a le contrat virtuel de chaque combattant. Il doit être capable de permettre donc de récupérer leur nom, récupérer leur niveau de point de vie, ensuite de prendre des dégâts, évidemment, et ensuite de donner les détails de leurs stats, voilà, qui ils sont, etc., toutes les stats qu'ils ont, classique. À nouveau, on retrouve ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'enveloppe générique, ok, donc c'est un petit peu tout l'ensemble, finalement, de ce qu'on a. Donc l'enveloppe générique, ce sont les données, qui permettront un accès direct, pas besoin comme ça de cacher ça vers autre chose, on aura un accès direct vers les données, c'est-à-dire le nombre de points de vie, le nom, ce genre de choses, et ensuite, les services, donc un pointeur vers la table virtuelle. Tout ça, on l'a vu dans l'exemple numéro 5, juste avant. Donc comme c'est tout nouveau, ce qu'on vient de le voir juste là, prenez le temps, bien sûr, sur l'exemple d'avant, avant de passer à la fin de cette vidéo, s'il faut. Voilà, prenez le temps de toute façon revoir la vidéo en plusieurs fois, etc. Pas la peine de vous presser pour la suite, parce que là, c'est vraiment pour le coup tout frais. Encore, on vient tout juste de le voir. Et ensuite, on a toute la partie publique, l'interface publique, c'est-à-dire ce que offre comme service de manière publique chaque combattant. Capable d'attaquer, capable de donner ses infos. Ok. Avec, comme vous voyez, on utilise ce type-là. Voilà, classique avec les noms, comme on a ici, ce type qu'on a créé, qui lui est un type global maintenant. Comme on peut créer un tableau que d'un seul type, forcément il nous fallait quelque chose pour unir, parce que vous voyez ici les guerriers et les mages. On ne pouvait pas donc avoir juste un tableau de mages ou un tableau de guerriers, sinon, enfin guerrier ou mage, pardon, sinon on ne peut pas les faire combattre ensemble. Donc il a bien fallu qu'on crée un type commun, et c'est à ça que nous sert le principe des tables de fonctions virtuelles avec les fameux pointeurs de fonctions comme on l'a expliqué, qu'on l'a abordé ensemble juste avant. Une fois qu'on a ça, vu le système est très simple.
On revient sur ça, c'est vraiment lui, je pense le fichier qui va être le plus compliqué à assimiler pour vous. Ça, c'est assez clair, une fois que vous avez compris ce que j'ai expliqué avant, les points que vous avez de toute façon compris les pointeurs, il y a franchement pas de complication. C'est très simple, après c'est que de la révision, de la syntaxe qu'on a déjà vue. Mais ça, c'est vrai que c'est nouveau pour pas mal de choses. Nous avons pour chaque type concret. Donc quand je parle de type concret, c'est ce qui va vraiment exister. Par exemple, un guerrier, un mage. Ça, c'est du concret. Un combattant, c'est vague. Combattant lui-même, ça représente pas grand-chose. C'est très trop vague. Il faut qu'on précise concrètement ce que c'est. Donc pour chaque type concret, on va permettre, via ce fichier-là, donc ce qu'on appelle, comme je vous dis, un patron d'entête, un template header, si on prend les termes en anglais, de générer tous les adaptateurs, en fait, pour que tout fonctionne. C'est-à-dire d'avoir le pointeur, en fait, qu'il nous faut sur fighter, donc un pointeur vers un combattant. Et l'avantage, comme vous l'avez vu, combattant, c'est un type global, c'est un type polymorphique finalement, générique ici, ça qu'on l'a écrit. Et bien l'avantage, c'est qu'une fois qu'on manipule des combattants, eh bien on peut tous les faire combattre. On peut déjà le créer, on peut les faire combattre, on peut afficher leurs infos communes, et chacun fera ce qu'il a à faire parce qu'on implémentera ensuite leur propre comportement, comme on l'a vu dans l'exemple d'avant. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Ok, très simple. Il nous faudra bien sûr, en plus de pouvoir transformer un void étoile, par exemple, en fighter, c'est-à-dire de dire qu'on a une donnée qui est d'un type qu'on ne connaît pas à la compilation, qui devient ensuite ce type-là, le combattant. On va aussi bien sûr traiter la table virtuelle, ok, qui sera statique, on le verra. Bon, ça c'est pour des questions d'optimisation et pour éviter certains surcoûts. Et bien sûr, ce qui va permettre de créer des combattants. Voilà, le fameux constructeur de combattants qui est ça, d'accord, qui permet de construire après plein de combattants concrets. C'est-à-dire construire des guerriers, construire des mages. Je vous le dis, si plus tard on ajoute des chasseurs, on pourra construire concrètement des chasseurs, basés sur le même principe générique de construire un combattant, simplement. Tout simplement. Je reviens ici, parce que là je vais pas mal passer entre un fichier et un autre. Première chose que nous avons, c'est ça. Donc là, globalement, on indique si une constante n'existe pas, qui est que j'ai appelé fighter type, qui indique simplement le type de combattant, donc concret. Et on vous indique qu'il faut définir ce type avant d'inclure le fichier d'entête. Vous allez voir pourquoi en fait ce mécanisme va vraiment nous servir. Même chose pour un suffixe, globalement. Donc il faut le définir là-dedans. C'est-à-dire que pour chaque type concret, il faudra que dans leur code, donc habituellement dans leur fichier d'entête, qu'ils fassent un define, tout simplement, une macro, en définissant ça à leur valeur à eux, et ça à leur valeur à eux. Moi, comment ça fonctionne? Le type, c'est le nom en fait du type de combattant en commençant par une majuscule. Donc guerrier, c'est warrior avec une majuscule au début. Et le suffixe, c'est le même nom mais tout en minuscule, puisqu'en fait, c'est ce qui va être ajouté en fin de nom de fonction. Vous savez qu'on ne peut pas avoir, par exemple, on ne pourrait pas avoir genre guerrier qui a une fonction, je sais pas moi, attaquer, et mage qui a une fonction attaquer. On ne peut pas avoir des noms similaires, ça rentrerait en conflit. Donc le seul moyen de faire ça, c'est de créer un système, par exemple, comme ça, ou un système avec un suffixe, d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est de dire, pour le mage, son suffixe, ce sera ça. Pour le guerrier, ce sera ça. Et l'avantage, grâce au macro qu'on va définir après, c'est qu'au lieu d'avoir un nom générique qui entrera en conflit, qui est ceci, quand ce sera le guerrier, ça ajoutera ça. Et quand ce sera le mage, ça ajoutera mage ici à la fin. Et on aura donc des noms différents, et ça fonctionnera de manière totalement transparente. Donc c'est purement ça. On va utiliser plein de macros qui vont faire du remplacement, de la substitution, grâce à tous les systèmes qu'on va mettre en place, et ça va fonctionner bien sûr de manière transparente par la suite, par rapport à ce qu'on va vouloir faire directement. Donc ici, première chose que nous avons, c'est une double, alors attention, je précise, dans ce qu'on a d'ailleurs ici, on complet les deux, une double indirection. Qu'est-ce que ça va permettre? Donc déjà, on retrouve le fameux opérateur de fusion qu'on a ici. Ça va nous permettre en fait de développer déjà toute la macro, ok, donc traiter en fait la macro au niveau du préprocesseur, avant de concaténer par exemple les deux valeurs ensemble. C'est-à-dire que si on a des choses à gérer en amont, mettons qu'on a une macro où il y a gérer quelque chose, on veut gérer celle-ci, et que ça, par exemple, ça représente A, et qu'on est censé le fusionner avec B, d'accord, et que A est une macro, on ne veut pas que ça fusionne, et qu'on se retrouve avec des mélanges. On veut que ça traite la macro, par exemple, de A, et ensuite, effectivement, ça relie A et B, alors pas forcément, voilà, et ça les colle ensemble, d'accord. Donc on fait juste une double, voilà, c'est simplement une double constante, c'est pour ça que j'ai mis le même nom ici, mais juste un petit tiré du bas ici, tout simplement, pour gérer les deux cas, où en fait, on dit qu'on remplace l'un et l'autre. Donc ça, ce nom-là, d'accord, c'est la fusion des deux avec, comme vous voyez, un tiré du bas. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir la partie 1 tiré du bas, puisque ça fusionne ensemble,
et ça fusionne ensuite avec B. Donc, à la fin, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, par exemple, si on a, je sais pas moi, pour voilà, getName, eh bien, on aurait quelque chose comme ça. Et puis, on aura un nom. Alors, ça dépend où on l'ajoute après. Selon où on l'ajoute, soit ici, soit si on voulait l'ajouter en tant que préfixe, on aurait quelque chose comme ça. D'accord? Tout sera traité ensemble. Donc, on fait juste ça pour que les deux fonctionnent et que la macro soit traitée. Et c'est de toute façon toujours cette syntaxe que vous retrouverez généralement quand vous voudrez le faire. Globalement, ça va être toujours un petit peu ça. Ensuite, nous avons cette macro. Fighter Template Function. Simplement. Celle-ci va être bien pratique puisqu'elle va nous permettre de changer les noms au niveau des fonctions qu'on va avoir. Donc globalement, qu'est-ce que ça dit? Dès que vous allez écrire ça quelque part, voyez on l'a ici, et qu'ensuite entre parenthèses vous mettez un nom, ok, ça va remplacer par ça avec le suffixe qui a été défini, donc ça on le verra dans les classes concrètes, et ensuite n, bah, c'est le nom en question. Alors c'est vrai que si je vous le dis comme ça, vous dites bon là je comprends rien, c'est trop compliqué. C'est pour ça que je vais vous le noter visuellement, je ne peux pas juste vous l'expliquer ici, il faut que je vous note quand même un exemple. N, alors pardon, fighter suffixe, c'est ce qu'on va indiquer par exemple pour guerrier. Voilà, guerrier, je vais reprendre les éléments. On va mettre ça, ce sera ça. D'accord? C'est ce qui va être. En fait, c'est ce qui est écrit, mais je ne vais pas le montrer dessus, vous voyez, ils sont là. Je vous les montrer éventuellement un peu en avance, voilà, ils sont ici. Ok? Simplement. Donc fighter type, c'est warrior pour le guerrier. Et fighter suffixe, c'est la même chose en minuscule dans mon cas. Attention, c'est pas une obligation, c'est moi qui choisis arbitrairement de faire comme ça. Ok? Il n'y a rien qui oblige à avoir un type d'un seul mot ou autre. Rien voilà. C'est juste de la substitution, c'est juste que ça fonctionne très bien si je fais ce système-là, donc je choisis de faire ça. D'accord? Donc on a tout ce qu'il nous faut. D'accord? Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus par rapport au nom qu'on a par la suite. Ça, on le verra de toute façon plus tard après dans les remplacements au niveau des noms qu'on a. Mais globalement, ça veut simplement dire que déjà on veut faire la fusion entre ça et quelque chose qu'on passe là. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va faire la fusion entre le suffixe, donc ici warrior, et la fusion, vous voyez qu'elle se fait en mettant un tiret du bas. Dans mon cas, c'est pas obligatoire, mais c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc ceci, et quelque chose qu'on va passer entre parenthèses. Si on vient sur ce premier exemple, qui est le premier qu'on rencontre ici, on voit qu'on a getName. Donc ça va revenir à faire la fusion entre ça et le nom qu'on a là. C'est-à-dire, ça va nous produire ceci. Vous voyez, c'est purement, c'est vrai, ça a l'air compliqué parce qu'on voit que c'est des très longs macrons. En plus, moi j'ai mis des noms explicites, ce que je préfère, parce que je veux partir du principe que si 6 mois plus tard je relis ce code, eh bien je le comprends. Donc il me faut des noms explicites, parce que si je mets des lettres simples, bah, ça veut rien dire et c'est pas lisible. Et j'aime bien auto-documenter mon code. Donc c'est simplement ça. C'est dès que tu écris ça, quelque chose, donc ceci, eh bien ça remplace en fait par ce qu'il faut. Donc au lieu d'avoir juste une fonction par exemple qui s'appellera getName, eh ben, ça va devenir, dans notre cas, warrior getName. Et quand ce sera un mage, au lieu d'avoir getName qui en plus produirait des conflits, on aura mage getName. Et si plus tard on invente même un autre type concret, vous voyez, le système fonctionnera tout le temps grâce au macro. On utilise tout ça. C'est vraiment juste ça. C'est juste ça que ça veut dire. Voilà. Pour l'autre cas, c'est pour la table. Fighter template vtable, pareil, on passe quelque chose. À nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, vous avez compris que dès qu'on va écrire ça et qu'on passe quelque chose en parenthèse, en fait, on fait une jointure entre la jointure déjà de ça. Vous voyez, il y a une jointure en amont, c'est pour ça que voilà, il faut redévelopper à chaque fois, et un suffixe. Donc faisons déjà dans l'ordre. Déjà, jointure de ça. De vt underscore, je vais le faire, donc virtual table underscore n. N, c'est ce qu'on a passé ici. Par exemple, là, on a getName. Donc on se dit, d'accord, bah, on passe par getName. C'est le premier élément. Et on ajoute à la fin le fighter suffixe. Je vous dis, pour le guerrier, c'est warrior. Ceci. Donc on aura donc quelque chose comme ça. Et voilà. Donc quand la personne marque ceci, en fait, dans le cas où on aura spécifié que le suffixe c'est warrior, eh bien ça va remplacer tout simplement, alors pas warrior, mais ça va remplacer en fait le nom complet, d'accord, de la table, par l'élément qu'on a. Donc au lieu d'avoir juste getName, on aura vt underscore getName underscore le suffixe du type concret. Et forcément, bah, on a un nom unique qui est clair, qu'on peut utiliser, mais on est obligé de faire cela, vous voyez ici, de passer par des macros, parce qu'on veut quelque chose de générique en fait.
Simplement ça. Je peux pas en fait à aucun moment ici indiquer, précisément warrior, mage, druid, ce genre de choses parce qu'on perd en fait cette généricité qu'on veut obtenir. Donc c'est le principe des macros qu'on a ici. Donc ça a l'air très compliqué encore une fois, mais oui, quand on décompose, en fait, qu'on prend le temps, on se rend compte qu'il faut juste c'est du remplacement, donc il faut faire les remplacements dans l'ordre, c'est tout. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, je rappelle, define, voilà, c'est de dire tout ce qui est A, tu le remplaces par B. C'est de la substitution de texte. C'est vraiment juste ça en réalité. Mais forcément, après, quand on développe un peu plus ces notations, oui, ça peut devenir un peu plus illisible, on va dire. C'est pour ça qu'on n'en abuse pas trop souvent les macros. Je vous ai toujours dit dans l'épisode sur les directives de préprocesseurs de faire attention parce que ça devient très vite illisible en fait. Ça devient très très vite compliqué à la lecture au fur et à mesure. Et encore, là, ça reste c'est gentil encore, hein. Croyez-moi, au niveau des directives préprocesseurs, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. On pourrait avoir des choses qui sont vraiment, farfelues, vraiment velues. Parce que là, ça reste encore bien lisible. Si on prend le temps, ça va. Ça reste OK. Bien. Bon, je vais enlever ça parce que ça n'a rien à faire ici. Donc là, voilà. Ça, de toute façon, une fois que vous avez compris ça, après, ça bouge plus. D'accord? On a nos différentes macros qui sont faites. On a bien compris. C'est juste pour faire les bonnes substitutions. Donc là, en fait, ça, maintenant que je vous ai expliqué, c'est sûr que si on le lit tel quel, pareil, on se dit, mais il y a trop de trucs, on comprend rien. En fait, une fois qu'on fait les remplacements, c'est clair. Maintenant, vous avez compris ça, par quoi ça va être remplacé. Ça va être remplacé selon ce qu'on a. Et on est d'accord que si le fichier était inclus qu'une seule fois, même chose. C'est-à-dire que si c'était par exemple que les guerriers, on aurait donc des guerriers, mais si on veut avoir des mages, ça ne marcherait pas. Donc il faut bien qu'on ait un système qui permet des inclusions multiples pour pouvoir changer ces données-là, qui elles seront dynamiques. Et vous voyez comme elles sont utilisées ensuite ailleurs, c'est ça qui va permettre de produire des noms différents. Ça fonctionnera tel quel. Donc là, nous avons ce qu'on a, ce que j'appelle les adaptateurs. Ok, ce sont les adaptateurs que nous avons ici. Ce sont donc des fonctions qui sont déclarées statiques et en ligne, très important ici, qui vont simplement, comme vous voyez, donc prendre paramètre le type de combattant qu'on a, qui n'est pas connu, donc c'est un void étoile à ce stade. Ok, ça va juste convertir vers le type concret, mais on ne le connaît pas, le type concret à l'avance. Donc c'est pour ça qu'on a cette notation via la macro, qui va être déduit de ce qu'on aura spécifié là dans les macros. Vous voyez, à nouveau. Donc si on a spécifié warrior, on saura que il faut appeler la fonction de warrior, qui possède le nom warrior dedans, comme vous allez le voir après. Si c'est un mage, même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi statique? Petite précision comme ça au passage, parce que en fait, ça ce sont des fonctions vous voyez, qui sont privées. Elles ne vont pas être utilisées ailleurs, donc c'est propre au fichier. Donc ça ne bouge pas, et en plus, il n'y aura pas de conflit, de symbole, de quoi que ce soit, donc c'est mis statique. Et c'est marqué c'est aussi déclaré inline, tout simplement, parce que ça va être intégré directement par le compilateur. Et l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de surcoût au niveau des appels. D'accord? Donc on va vraiment économiser en termes de coûts, tout simplement. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ça quand vous avez des calculs, des opérations si simples, de passer ça en inline, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut avoir par la suite? On continue. À nouveau, statique, puisque ça reste ici, hein, globalement c'est du privé ici, donc ça reste là. On a ça, bon maintenant on connaît, hein, c'est ce type-là, rappelez-vous. Voilà, vtable. Et on a ceci. Donc là, à quoi ça ressemble? Ça, normalement, vous comprenez. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça, globalement, ça remplace, alors, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, ça, vous avez compris maintenant. Fighter template join, ça fait une jointure. Ça concatène les deux éléments qu'on passe en argument. Donc, ça concatène le fighter suffixe. Pour un guerrier, je vous ai dit, c'était warrior tout en minuscule. Et ensuite, ça concatène ceci. Donc, ça va donner ça. Vous voyez, c'est bêtement. C'est-à-dire que voilà, guerrier, ça va donner ça. Et pour mage, ça donnera ceci. C'est tout. Ça permet comme ça de créer des fonctions différentes selon ce qu'on appelle. Si c'est un mage, ça va créer une fonction mage veritable. Si c'est un guerrier, ça va créer cette fonction-là. Donc il n'y aura pas de nom similaire. Ça se passera très très bien. Pour chacun de ça, tout simplement, donc on déclare l'élément. Ok. On lui passe chaque partie de sa table. Donc je rappelle ce qu'on a ici. On en a 4. Voilà. Get name, get health, take damage et who am I. Je vais y arriver, pas I am. C'est autre chose. Et ensuite, on les passe, je reviens ici, dans l'ordre. Voilà. Et ça, pareil, c'est le remplacement de tout à l'heure. La même chose exactement. Get name, on passe chacun. Donc c'est du remplacement. Bon, je ne vais pas le répéter, je vois maintenant, on a compris. Hein. Vous avez vu un petit peu le principe ici. Et enfin, pour fabriquer nos personnages, en tout cas tout ce qu'il nous faut ici, à nouveau, donc là, on fait la jointure entre ça. Oula, je suis en train de déplacer les trucs. Entre donc ça et ça. D'accord? Donc ça fait l'élément, donc ceci. Donc ça va faire fighter underscore make underscore, par exemple, warrior. Donc c'est ce qu'on avait ici. Et c'est ça qui rend possible en fait ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous dire, ce sont des fonctions écrites quelque part. Non, ça, ce sont des macro-fonctions. Vous voyez, elles sont écrites avec des macros préprocesseurs en réalité.
Donc c'est encore autre chose. Voilà, elles sont faites ici. On passe un certain type, on ne connaît pas. Voilà, c'est un type générique, ça tombe bien, c'est du macro aussi. Voilà, en fonction de ce qu'on va préciser ici. Donc n'importe lequel. Ça le passe là, donc ici on revient, voilà là. Ça c'est notre type concret. Et on retourne simplement en convertissant comme il faut, pour être sûr, le combattant lui-même en passant les deux données qu'il a. Donc ses données à lui, voilà, et ses méthodes, pareil en utilisant la macro pour avoir tout ce qu'il faut. Donc la fameuse vtable, etc. À nouveau. À la fin, on n'oublie pas d'enlever toutes les définitions qui ont été faites de macro. Pourquoi? Parce que ce fichier va être inclus plusieurs fois. Il sera inclus en fait autant de fois qu'on a de types concrets. Donc là, nous, il va être deux fois parce qu'on va avoir et pour les guerriers et pour les mages. Donc éviter qu'il y ait en fait, des éléments qui vont pas. Sinon, on se retrouve avec des mages qui vont en fait être des guerriers. Ça poserait problème. Donc pense bien à enlever tout, simplement. Voilà. Donc ça, globalement, c'est un élément que vous pourriez réutiliser. Et vous voyez que si on prend, vous l'utilisez ailleurs, ça, bon, ça resterait pareil à part à ça. C'est-à-dire que changer éventuellement le nom en fonction du type d'entête qu'on a, hein, ce qui changerait. Évidemment ça, ce qu'on inclut, logique. Donc ça, après, c'est purement des noms ici. Et après, ce sont les services qui y sont faits. C'est-à-dire que moi, j'ai ici des adaptateurs, bien sûr, en fonction des fonctions et des constructeurs, suivant ce que j'ai là. Voilà, donc si je voulais remplacer ça par un conteneur, par exemple faire une liste, voilà, une collection d'éléments, et puis on aurait d'autres choses. Donc vous voyez, on voit tout de suite comment ça peut être modifié, adapté à d'autres cas d'utilisation. On comprend bien. Ceci étant fait, on va vite fait voir l'implémentation, parce que vous voyez que là, on a attaqué et ceci. Donc on va regarder l'implémentation très rapidement. Ok, pour ça, c'est rien de compliqué, ça c'est pareil, c'est assez simple. On considère voilà, qu'on a donc l'attaquant, la cible, etc. Ça affiche voilà, qui attaque qui et en combien de dégâts. Et comme pour les tout à l'heure avec la table virtuelle, quand c'est une fonction, on passe par la table virtuelle, tout simplement pour appeler la bonne fonction. Et quand ce sont des données, directement on passe par la donnée membre data. Classique. Donc vraiment pas de. Il n'y a pas de surprise, je veux dire, c'est du vu et revu, pas de problème. Et pour Who même chose. On passe par le combattant en lui-même, et c'est ça qui permet d'appeler en fait la fonction pour le bon type de combattant. Tout simplement. Voilà. Donc là on a la fonction qui est abstraite, on va dire, en amont, et qui ensuite par ici va appeler la bonne fonction concrète. Celle que nous allons implémenter pour chacun. Parce que oui, chacun ne va pas prendre par exemple les dégâts de la même manière. Ceci étant dit, là on s'est occupé vraiment toute la partie, on va dire, qui est la partie générique, hein, la partie un peu abstraite de tout ça, pour voir un petit peu. Pareil, je crois que j'ai pas forcément précisé. Bon, de toute façon, je l'avais dit, mais ça, pareil, hein, c'est des questions de coût. Voilà, c'est comme ça, on n'a qu'une seule instance en mémoire pour ça, qui va être partagée entre tous les combattants. C'est pour ça que c'est marqué statique et surtout constante. Comme ça évite encore une fois des surcoûts voilà, éventuels pour chaque chose. Donc il n'y a pas de problème. Et ça, c'est notre constructeur. Comme ça, on enveloppe un type concret dans le type global. Et ça nous permet de créer différents types de combattants. Donc il n'y a pas de problème. Bien. Voyons voir ce que ça donne maintenant concrètement. Prenons le guerrier. Donc le guerrier, comme tout à l'heure avec la vtable, même chose que la table virtuelle. La seule chose qui change, c'est ça la nouveauté, mais sinon c'est comme tout à l'heure. On a, sauf que j'ai séparé. Tout à l'heure, j'ai tout fait dans le fichier en tête. Là, vous voyez que j'ai fait un fichier d'implémentation que ce soit un peu plus lisible, parce qu'il y a quand même commence à avoir beaucoup de code. Mais globalement, c'est la même chose. On a de quoi représenter le nom, lui, il a de la vie, et il a un système de rage. D'accord? Donc, au fur et à mesure qu'il prend des dégâts, sa rage augmente. C'est comme ça qu'on a le warrior. Toutes les parties du contrat, ok, qu'on va retrouver, donc notamment les parties pour les différents éléments qu'on va voir. Hein. Get name, health, damage et who am I, donc ce qu'on retrouve là. Name, health, damage, who am I. Et tout est raccord. Et on a les différentes parties, ok, par rapport à ce qu'on a. Et d'ailleurs, en réalité, oui, c'est vrai que le init aurait pu être mis, j'aurais pu faire un élément ici global, c'est parce que au départ, il n'était pas. Et puis après coup, comme c'était quand même assez similaire, c'est vrai que j'aurais pu le mettre sur la partie commune, mais c'est pas grave. Pour la compréhension de ce que je vais vous montrer, il n'y a aucun problème là-dessus. Je marque les prototypes. Donc là, vous voyez, c'est leur type concret, bien sûr. Un warrior, c'est lui, donc c'est son nom à lui, pas de problème, etc. Et ça, pourquoi ça va fonctionner? Vous voyez ces noms-là, grâce à tout ce système-là. Vous voyez, tout le système de macro qu'on a fait, que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout est là en fait. Voilà, tous les remplacements, tout ça, ça fait que ces noms fonctionnent. C'est chaque fonction du guerrier, on met le nom à lui, donc son suffixe, en fait, ce qui va servir de suffixe, ensuite underscore, et ensuite le nom complet. Et on fait ça pour chacun. Et ensuite, on définit. C'est comme ça qu'on va permettre d'instancier ce données. Alors, encore une fois, pas l'instanciation au sens objet de classe, hein, dans la programmation orientée objet, rien à voir, d'accord? Juste, on va dire, spécifier les macros qu'il nous faut. Rappelez-vous, notre patron ici, il a besoin de deux macros pour fonctionner. Celle qui indique le type, celle qui indique le suffixe. Donc, pour chaque élément concret, on va le faire. Donc, le type, je vous l'avais dit, moi, c'est le nom, en fait, que je reprends ici, simplement avec la majuscule au début. Et le suffixe, c'est le même mot, mais le même nom en minuscule.
ça pas de problème. Et après, j'inclus mon fichier. Voilà. Et donc en incluant ce fichier à ce stade, puisque c'est simplement d'inclure vraiment le contenu de ce fichier-là à cet endroit, et bien vous voyez, comme ça aura mis les constantes avec les bonnes valeurs, et bien ici, ça va créer les bons noms. Et donc ici, tout va être remplacé par des noms partout avec warrior dedans. Et donc c'est bon, il y aura du warrior, warrior, warrior partout, parce que ça aura été inclus là-dessus. Ok. Voyons la même chose pour mage, pour le mage. Donc on a ça. C'est la même chose, sauf que lui, il n'a pas de rage, mais il a son système de mana. Classique, vie et mana, alors que lui, il avait la vie et la rage. Son nom à lui. Ce sont exactement les mêmes fonctions, sauf que, vous voyez, au lieu de commencer par warrior, elle commence par mage, donc ça va servir de suffixe. Pareil pour le nom ici, son nom concret, etc. Et on instancie avec ses données. Vous voyez, mage, et il inclut le même fichier. Tout pareil. Donc vous voyez, ils vont inclure vraiment le même. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de if and def comme on faisait là pour ne pas inclure un fichier en tête plusieurs fois. On veut qu'il soit inclus autant de fois qu'on a de types concrets. S'il y a 15 types concrets de combattants, eh bien on va inclure ce fichier 15 fois et ça va faire des remplacements à chaque fois pour les 15 types que nous avons. Sauf que quand il va être inclus ici, tous les mots vont être remplacés où il faut par warrior. Et quand c'est le mage qui va inclure le fichier, grâce au macro, eh bien tout sera remplacé par mage, puisque c'est le suffixe, ou par mage avec une majuscule quand c'est le nom du type. Et c'est magique. Mais non, c'est l'informatique, c'est pas magique. Bref, voilà ce qu'on a. Passons aux implémentations, rapidement. Donc là, c'est le plus simple, l'implémentation, c'est du code simple, mais je vous montre rapidement ce qu'on est sur la fin quand même, de la vidéo. Donc on implémente, donc ça c'est des révisions, vous voyez, voilà, on crée, on initialise comme il faut pour le nom, on lui met une vie à 100, il a 0 en rage. Là, on récupère son nom, donc vraiment, du code très simple, là, il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce que vous saviez déjà faire. On récupère sa santé, parce que c'est de l'accès direct en fait, Ça, en fait, c'est data en réalité, donc c'est la même chose. Ici, comment il prend les dégâts? Donc lui, bon, on lui retire sur ses points de vie les dégâts qu'il a pris, et ensuite on augmente sa rage des dégâts qu'il a pris divisé par 2. Voilà. Et ensuite, petit message qui affiche son nom, il est donc un guerrier, et son niveau de vie, son niveau de rage, tout simplement. Pour le mage, c'est la même chose. Donc on construit pareil, donc vous voyez, ça c'est similaire, vous voyez, j'aurais pu faire un élément presque, à part pour les données là, mais voilà, ça pourrait être un truc commun. Comment on récupère son nom, comment on récupère comment dire, son nombre de points de vie, je vais y arriver. Lui, les dégâts, il a un niveau d'absorption avant, petite protection. Donc ensuite, ça, c'est absorbé par rapport donc sa valeur de mana. Il utilise son mana pour absorber en fait les dégâts. Et ensuite, il subit un peu moins de dégâts parce qu'il a pris en fait sur son mana pour ce système d'absorption en fait. Voilà. Donc c'est un choix arbitraire, c'est pas obligatoire de faire ça encore une fois, c'est propre à l'exemple. Même si c'est pas spécialement important, je voulais quand même faire du code un peu plus concret que simplement, tiens, on modifie une variable. Je voulais que ça fasse un truc un peu plus réaliste, proche de ce qu'on aurait dans un vrai jeu, que de faire des petites variables par-ci par-là. Et ensuite, il affiche même chose, sauf que lui, il affiche mage, vie, mana au lieu de vie et rage classique. Voilà. Et on revient donc, si vous avez bientôt suivi, à ce que j'avais expliqué tout à l'heure avec ça. On crée nos guerriers, vous voyez, on crée nos mages. On peut effectivement fabriquer tout ça dans notre tableau de fighter, puisque ça regroupe tous les types de combattants, donc ça fonctionne de manière générique et de manière polymorphique. Et ensuite, qui que tu sois, comme on sait que tu sais combattre puisque tu fais partie des combattants, dis qui tu es, et ensuite, voilà. Là, on a de quoi faire combattre un combattant contre un autre. Ça peut être n'importe qui contre n'importe qui. Un guerrier contre un autre guerrier, un guerrier contre un mage contre un guerrier, plus tard un guerrier contre un druide, un démoniste contre un chasseur, peu importe, ça fonctionnera avec tout ce qu'on ajoutera, etc. Et nous n'avons plus qu'à passer à l'exécution de tout ça, la compilation avant bien sûr. J'ai tac. Et voilà. Donc avant la bataille, variant, guerrier, 100 de vie, 0 de rage, gros mage guerrier, ils ont les mêmes stats forcément parce que ce sont tous les deux guerriers, c'est fixé comme ça dans le jeu. Donc 100 de vie et 0 de rage. Jaina, 80 de vie, 100 de mana. Khadgar, 80 de vie, 100 de mana. Combat, donc variant, attaque gros mage, lui inflige 35 de dégâts. Gros mage attaque variant en lui infligeant 40. Jaina attaque gros mage en lui infligeant 50. Et gros mage attaque Khadgar en lui infligeant 40. Et vous voyez qu'à la fin, les dégâts ont bien été pris en compte, le niveau de rage aussi, le mana aussi de non. Ah non, c'est qui? Ah non, parce que c'est Khadgar qui a été attaqué, donc c'est ça. Khadgar, il a bien été attaqué, donc il a absorbé une partie, vous voyez, sur ses points de vie, sinon il aurait pris plus. Mais il a quand même, voilà, le mana, ok. Donc c'est bon. Voilà, comme ça, on a le calcul qui est fait. Et pareil, là, si on se pose la question de que faire si je veux ajouter un nouveau type concret à partir de ça, et bien déjà, vous voyez, ça, vous n'avez plus à y toucher. C'est fini. Ça, une fois que c'est fait, alors sauf si bien sûr vous voulez rajouter d'autres choses là, et sûr que si le contrat après coup change, bah oui, effectivement, vous allez devoir toucher au concret, mais ça, ce serait vrai dans n'importe quel code, même avec de la généricité vraie dans notre langage. C'est-à-dire que si vous faites de la modification plutôt que de l'extension, eh bien oui, vous allez modifier du code existant.
Mais prenons le cas où c'est bon, votre contrat il est clair, et cetera, tout est bon en amont. Eh bien, au niveau de mon système, demain je vais ajouter des moines. Eh bien, j'aurai juste à faire un fichier d'entête pour les moines. Voilà, je définis ici leurs stats avec les stats communes qu'ils sont censés avoir, donc ça et la vie notamment. Je mettrai monk. Je ferai monk init, monk get name, monk get else, monk take damage, monk who am I. Et ensuite ici, je mettrai monk avec la majuscule, monk en minuscule. Ça, c'est la même ligne. Et après, bah, je ferai son fichier d'implémentation. Comment on initialise un moine, comment on récupère son nom, donc ce sera là le même code, hein, par ici monk ou d'autres choses. Pareil pour ça, comment il gère la prise de dégâts. Et ici, son petit texte d'affichage terminé. Voilà. Et bien sûr, bon, si on veut les faire combattre, il faudra la même chose, hein, bah, l'ajouter bien sûr aux combattants qu'il y a. Mais ça, c'est normal. Encore une fois, là, on fait ça parce que c'est de la console. Sur un vrai jeu, bon, bah, ce serait géré à la souris au clavier avec des boutons, etc. Bon, on comprend bien, hein, vous avez bien pigé le principe. Vous amuseriez pas. Imaginez dans un jeu en ligne, hein, bah, c'est un système de groupe ou de raid. Donc vous êtes ajouté à la liste. Bref, tout est géré en amont par le jeu. On ne ferait pas manuellement comme ça dans un code en console. Ça va de soi. Mais c'était pour représenter un petit peu la chose. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que ça fait oui, 1 h 30, je vois, donc c'est bien long. Mais bon, écoutez, c'était la fin aussi. Je me suis permis, j'allais pas faire 15 parties de vidéo, ça sert à rien. Je trouvais que c'était bien de faire, d'autant qu'encore une fois, je le dis et je le répète et je le répéterai jamais assez. Il n'y a pas de vraie généricité en langage C. On est vraiment là sur un épisode bonus pour s'amuser un petit peu avec plein de choses qu'on a déjà vues dans le langage et des petites choses nouvelles. Pour conclure cette playlist sur le langage C qui a permis vraiment d'aller très loin, on est quand même allé bien loin dans les possibilités au niveau du langage. Et je vous le dis, hein, honnêtement, autant il y a des langages où il faut vraiment pousser encore beaucoup plus en termes de notions. Là, vous avez quand même un langage qui a déjà pas énormément de notions en lui-même, pas énormément d'outils, même si bien sûr, hein, on peut parler de localisation, tout ça, donc au niveau de la bibliothèque, hein, il y a plein de fonctions, plein de choses que vous pouvez regarder. Mais je veux dire, dans l'usage qu'on peut avoir, avec tout ce que vous avez appris dans cette playlist, vous avez déjà bien de quoi faire dans l'usage que vous aurez personnellement ou à titre même professionnel. Donc vous avez quand même quelque chose qui a fait le tour de beaucoup de sujets, pour ne pas dire tous, quasiment. Donc on a bien étudié un petit peu tout ça, tout le tour du langage, de la bibliothèque. Donc on a fait un peu le point sur tous ces sujets-là. Et je pense que de toute façon j'ai dit tout ce que je voulais dire, hein, par rapport à tout ça. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe pour la suite. Avant de nous quitter sur cet épisode et puis bah, de passer, hein, au dernier épisode qui sera donc la vidéo de conclusion, j'ai quand même préparé quelques petits exemples de code. Il n'y en a pas beaucoup non plus au niveau du noyau Linux. Enfin, pas beaucoup, je veux dire, pas beaucoup de très pertinents, puisque là on est beaucoup sur de la modification, ce genre de choses. Mais globalement, je vous montre un petit peu ce qu'on a ici. Donc là, vous voyez du void étoile, ça, évidemment, hein, il y a parfois, on ne sait pas quel type on va avoir précisément. Donc ça, dans le noyau Linux, évidemment, c'est surutilisé, très utilisé. Après, maintenant, il y a aussi bon, bah, du Rust, hein, qui vient remplacer certaines parties en C, donc il y a des fois des petits changements. Mais on reste quand même sur des choses telles quelles. Donc là, il y avait un très bon exemple, hein, qu'on utilise beaucoup. On a ensuite ce cas, voilà, classique, structure avec des pointeurs de fonction, ça pareil, c'est très utilisé, donc évidemment vous allez en voir dans plein de projets écrits en C, actuels ou même des projets anciens. Donc vous voyez, on retrouve vraiment le même système, on n'invente rien, on a ça, et on a une sorte de contrat, d'une certaine manière, un petit peu ici. Et ensuite, bien, on peut faire référence à des fonctions concrètes, précisément de ce qu'on a ici. Cette troisième capture d'écran, c'était pour l'opérateur. Voilà, ici, je crois que ça, on l'a déjà vu dans un autre épisode en réalité, vite fait. Je ne l'avais pas forcément détaillé, évidemment, mais on avait vu un peu sur notation, rapidement. Et donc, globalement, bah voilà, on concatène en fait des choses, enfin, pas on concatène, on transforme en chaîne plutôt. Donc, avec ce genre de caractères, voilà, pour notamment bah, des arguments variables. Donc, pareil, ça, on le voit beaucoup dans le code du noyau Linux. Et on termine avec ce cas précisément. Donc on a ici, voilà, pareil, concaténation un petit peu, cet opérateur-là, faire les transformations. Donc rien, oui, c'est très utilisé pour plein de choses. On a plein de macros partout. Évidemment, entre les différentes architectures, les différents pilotes, pour le processeur, pour la carte graphique. Donc évidemment, le noyau Linux, c'est un très bon exemple, hein, de projet. C'est vrai que si vous voulez vraiment vous améliorer un petit peu dans la compréhension du code en C, etc., de bien avoir compris les différentes choses et de réviser, ça peut être un bon moyen aussi de trouver du code qui est assez farfelu, assez compliqué à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, parfois, il y a des noms qui ne sont pas très explicites. Ils avaient quand même, le talent pour trouver des noms les plus courts possibles et donc pas forcément explicites au niveau des termes, de fonctions ou quoi. Donc c'est pas toujours le plus simple à lire, mais au moins ça vous montre, voilà, quand même les différentes mises en pratique de pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve, notamment ici au niveau macro préprocesseur, il y a beaucoup d'usages, hein, qui sont faits. Donc je voulais quand même vous montrer ça. Voilà, ça donne quelques petites idées.
Mais moi, ce que je voulais, c'était quand même plus important, c'était vous montrer tout ça, que vous ayez vraiment différents exemples. Donc vous avez bien compris que le principe, c'est pas forcément de se dire: «J'utilise un système ou un autre», c'est de combiner un petit peu tout ce qu'il y a. En fonction, voilà, par exemple, le void d'étoiles et les pointeurs, le void d'étoiles, on va beaucoup l'utiliser pour faire des conteneurs. Voilà, on veut faire des conteneurs et on ne sait pas forcément de quel type. Genre avoir une liste de d'entiers ou une liste de chaînes de caractères ou une liste d'autres choses. On peut utiliser ça. Les pointeurs de fonction, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire par exemple référence à des outils différents, concrets, mais pareil, qu'on ne connaît pas forcément dans la compilation. Le générique, c'est plus une sélection. On n'est pas vraiment sur de la généricité. C'est plus qu'on a des types qui, eux, sont connus, mais on veut pouvoir bah, ensuite faire un routage vers la bonne fonction selon le type qui a été évalué, donc analysé par le compilateur. Voilà, ce genre de choses. Donc, on a plein de petits outils comme ça qui peuvent être utilisés généralement ensemble. C'est-à-dire que même là, au niveau de tout ce qu'on a vu ici, on aurait pu utiliser une sélection générique quelque part. Voilà, le fameux generic, ici, il y a des macros, c'est quelque chose qui pourrait servir dans certains cas. Pour, par exemple, des types connus, on aurait pu. Imaginons, par exemple, qu'on aurait fait un système, je pense, pour les jeux de, vous savez, des effets dans les combats. Par exemple, un système d'effets de poison ou autre. Ben, on aurait pu avoir un effet qui est, ou un dégât, par exemple, qui est avec valeur fixe. De dire, bah, vous prenez 15 de dégâts, ou alors un dégât en pourcentage. Ça, ce sont deux types connus. Int, float, bah, on pourrait gérer ça avec un générique. Puisque comme ce sont des types qui sont connus et pas des types qu'on invente, on pourrait gérer ça par un générique qui est mis dans une macro. Et ensuite, avec une table virtuelle, on peut comme ça mettre tout un temps en place de pointeurs de fonction vers différents outils pour le traitement des dégâts, etc. Donc on peut bien sûr associer un peu tout ça, mais encore une fois, c'est vraiment des outils en plus. C'est pas forcément les plus accessibles parce que ça fait manipuler beaucoup de macros et que les erreurs sont très très vite arrivées, même si c'est toujours mieux de faire ce genre de choses, par exemple, que de faire des simples macros arithmétiques comme je vous l'ai montré au tout début de l'épisode. Mais vraiment pour terminer, si vous voulez faire de la vraie généricité, d'accord, avoir du code vraiment générique, juste ne faites pas de C, faites du C++, faites du C Sharp. Là, vous aurez de la vraie généricité avec des vrais outils conçus pour cela, d'accord, en interne vraiment, et pas, on va dire, du bricolage un petit peu, qui peut bah, forcément avoir ses pour et ses contre. C'est-à-dire que tout ça, on peut trouver plein de défauts en fait à tous ces systèmes sur plein de choses. Le fait bah, ne serait déjà que voilà, en termes de lisibilité, tout ça, ou de maintenabilité, c'est pas l'idéal, hein. Ça, pour maintenir du code, imaginez à plusieurs, on peut faire mieux. On peut vraiment faire mieux. Donc c'est pas ce que je conseillerais personnellement. Voilà. Si vous voulez produire du code générique, ne vous orientez pas, en priorité sur du C. C'est vraiment même si ça permet de faire certaines choses, c'est pas forcément le mieux pour le faire. Vous avez le C++ qui fait ça très bien. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers d'autres langages aussi. Mais au moins, on aura fait le tour un petit peu du sujet pour terminer ça. Et comme ça, on va pouvoir finir ensemble et conclure la playlist, tout simplement, ce cours en langage C, avec l'épisode de conclusion qui arrive juste après. Je vous dis à bientôt. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. On est vraiment sur le dernier épisode. N'hésitez pas un petit peu à me donner vos retours sur ce que vous aurez compris, ce qui aurait été plus difficile. Et puis éventuellement, quels usages vous voyez ou que vous estimez que vous pourriez avoir effectivement avec tout ce que j'ai pu vous présenter durant cet épisode. À bientôt.